Bonsoir à tous, bienvenue, allons plus loin sur Public Sénat. On va prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Et on va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Jérôme Bascher. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes sénateur LR de l'Oise. Vous réagirez notamment à la décision de la Cour de cassation concernant Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. L'information est tombée dans l'après-midi. L'ancien chef de l'État sera bien jugé pour financement illégal de campagne. Nous recueillerons également les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera en salle des conférences au Sénat, comme toujours, et ce sera avec Alexandre Poussard. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Quentin Calmet, bonjour. Vous nous parlerez-vous de la CJR, c'est-à-dire la Cour de justice de la République, et son existence même est remise en cause aujourd'hui. Les détails à suivre. Dans le club également, Nina Guérino, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste société et vous allez revenir sur le traitement médiatique de Rouen. Oui, je vais vous expliquer pourquoi les Rouennais ont eu le sentiment d'être oubliés par les médias jeudi dernier, le jour de l'incendie à l'usine de Lubrizol. Elliot Lepers fait aussi partie de ce club aujourd'hui. Bienvenue, vous êtes directeur de l'ONG Le Mouvement et vous allez nous parler d'une info qui est un peu passée inaperçue. Elle concerne la centrale de Fessenheim. EDF a annoncé hier qu'elle allait enfin fermer en juin 2020. On va voir pourquoi ça a pris autant de temps. Et vous nous direz tout cela tout à l'heure. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur le budget 2020 présenté par le gouvernement et défendu ce soir par Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, ici même au Sénat. Un budget qui devrait faire la part belle au pouvoir d'achat, mais quid du redressement des comptes publics? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Avant tout cela, l'affaire Big Malion suite. Donc, après plus de 2 ans de bataille procédurale, la Cour de cassation confirme le renvoi en justice de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende. On en parle avec vous dans un instant. D'abord les détails avec Michael Spitzberg. Le couperet est tombé pour Nicolas Sarkozy. Il y aura bien un procès pour financement illégal de campagne, conséquence de la décision prise aujourd'hui par la Cour de cassation de rejeter l'ultime recours de l'ancien chef de l'État. Épilogue d'une saga judiciaire entamée en 2014, l'affaire Big Malion, c'est un système de fausses factures initié par la société en charge de l'organisation des meetings de l'ancien président pour maquiller les comptes de campagne en 2012, soit 20 millions d'euros au-delà du plafond légal. Une malversation reconnue en 2014 par des cadres de l'ex-UMP, notamment Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il y a eu un engrenage irrésistible d'un train qui file à grande vitesse et les personnes qui auraient dû tirer sur le signal d'alarme ne l'ont pas fait. Je suis sans doute une de ces personnes, sans avoir été la seule personne dans le wagon, bien sûr. Nicolas Sarkozy nie de son côté avoir été au courant de la situation financière de sa campagne. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher et que ce qu'il fallait, c'était calomnier, salir et démolir. Mais l'enquête judiciaire entame la défense de l'ancien président et en 2016, Nicolas Sarkozy est mis en examen avant d'être renvoyé en correctionnel 1 an plus tard pour avoir sciemment laissé déraper ses comptes de campagne. Commence alors une bataille juridique qui aura duré 2 ans et demi. L'ex-locataire de l'Élysée estimant avoir déjà été sanctionné par le Conseil constitutionnel en 2013 qui avait rejeté ses frais de campagne. Après Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy est le 2e président à être renvoyé devant un tribunal dans une affaire politico-financière sous la Ve République. Il risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Allons plus loin donc sur ce thème avec vous, Jérôme Bascher, bienvenue, sénateur LR de l'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas Sarkozy qui repart sur un procès. Comment vous réagissez à cette décision de justice? Alors tout d'abord, moi je suis très sensible à la séparation des pouvoirs. Donc la Cour de cassation vient de rendre un arrêt. Elle a par nature raison. C'est les lois de la République. Donc un juge d'instruction a dit qu'il fallait renvoyer Nicolas Sarkozy devant un procès en correctionnel. Attendons le procès. Comme disait le président Emmanuel Macron, je crois, à propos de Richard Ferrand, il faut attendre. Mise en examen, ce n'est pas le procès. Le procès, ce n'est pas le jugement. Attendons le jugement. Ce que je constate, c'est clairement, il y a eu une affaire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un dépassement d'abord de 360 et quelques milliers d'euros qui a été remboursé par Nicolas Sarkozy sur cette partie-là. Et l'autre partie, on a dû faire, dans mon parti politique, le sarcoton. Ce qu'on a appelé le sarcoton. Ce dont tout le monde se souvient. Et ça a contribué déjà à démobiliser, il faut le rappeler,
tout l'électorat LR qui après a repris 5 ans après une autre claque. Vous voulez dire qu'il y a eu des derrière. conséquences politiques? Oui, ça a des conséquences politiques, Ah ouais. parce que vous êtes prêt parfois à payer et à vous engager pour la victoire. Vous n'êtes quand même pas prêt à payer quand vous êtes militant, alors qu'il y a eu des tricheries et des manquements. Là, je pense qu'il y a eu des manquements, et effectivement, il y a eu un manquement assez clair, de mon point de vue, d'un trésorier. Vous attendez d'un trésorier de campagne qu'il vous dise, vous choisissez parce qu'il est honnête, c'est un homme de confiance, et l'homme de confiance, ou une femme de confiance, hein, bien sûr, parité oblige, doit pouvoir vous dire les choses clairement. Ça ne peut pas être quelqu'un seulement, un comptable ou quelqu'un qui fait les On parle choses quand même d'un proprement. potentiel dérapage de 20 millions d'euros pendant cette campagne. 20 millions, c'est absolument colossal. C'est colossal. On ne peut pas dire que c'est négligeable. 20 millions, c'est quand même plus du tiers du plafond autorisé. Donc, ce n'est pas des choses ridicules. Oui, quand il y a eu 20 millions de dérapages, comme c'était notamment pour l'organisation de meetings au dernier moment, il y a des entreprises qui se sont enrichies. Il y a des gens qui se sont enrichis aussi avec cela. Mais personne n'a osé dire au président de la République. Il était président de la République, on ne s'en souvient pas. Ce n'est pas un candidat lambda, c'est un président de la République sortant. Personne n'a osé dire au président de la République sortant, ça ne va plus, le déconomètre est à fond, et donc il est temps d'arrêter les choses et de faire les choses autrement. Peut-être aurait-il fallu faire moins de meetings et plus d'électronique, dont on voit bien aujourd'hui combien ça a pris de l'importance et combien, d'autre part, ça aurait été plus moderne et enfin beaucoup moins coûteux. Un tout petit mot quand même encore sur ce dossier. Nicolas Sarkozy doit également comparaître dans d'autres affaires pour trafic d'influence et corruption dans le cadre de l'affaire des écoutes. Il reste mis en examen dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Comment on vit cela? Comme dirait Jacques Chirac, je crois que ce financement libyen a fait pchit. Je crois que c'est un hommage qu'on peut lui rendre. J'étais évidemment hier à Saint-Sulpice et je peux me considérer comme un vrai chiracien. Non, là, ça fait pchit, l'affaire des financements libyens, on peut le dire assez clairement. L'autre affaire, effectivement, il y aura aussi sans doute un autre procès. Eh bien, que la justice passe. Il ne faut pas avoir peur de la justice. Jacques Chirac a assumé parfaitement, malgré son état, les affaires d'emploi fictif. Voilà, il l'a assumé. Je pense que Nicolas Sarkozy est parfaitement à même d'assumer ses responsabilités s'il en a. Je vais vous dire les choses très franchement. Je pense que sur l'action dont il s'agit, à savoir le dépassement, je ne suis pas sûr qu'il ait eu conscience des prix et du dérapage financier. Je crois le contraire. En tant que président et en tant que candidat, c'est lui qui signe son compte de campagne, c'est lui qui est responsable, comme n'importe quel candidat. Et c'est comme ça qu'il l'assumera, qu'il devra l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'il était au courant et qu'il l'a cautionné. Et on va poursuivre notre échange. Jérôme Bascher, vous allez réagir aux différents sujets évoqués par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Dans le club aujourd'hui, Quentin Calmet, Nina Guérino, Elliot Lepers. Quentin, on commence avec vous. Parti. Alors, on a appris ce matin qu'Édouard Balladur et François Léotard, eux, seraient jugés dans l'affaire Karachi par la CJR, la Cour de justice de la République. Mais alors, vous allez nous éclairer parce que je ne suis pas sûre que les téléspectateurs sachent exactement ce que c'est. Exactement, puisqu'à la différence de l'affaire Big Malion ou de l'affaire des sondages dont vous parliez à l'instant avec Jérôme Bascher, c'est une juridiction particulière, comme on dit dans le droit. Dans notre système judiciaire, elle est vraiment à part. Certains traduisent cela par un tribunal d'exception. Il s'agit de la structure un peu politique à la fois et également un peu judiciaire qui va juger les membres du gouvernement ou d'anciens membres du gouvernement pour des crimes et des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Exemple, en 99, Laurent Fabius et l'affaire du sang contaminé. C'est même pour ça que la CJR avait été créée à l'époque. Cette cour, elle est constituée de façon assez insolite, vous allez le voir. 3 magistrats professionnels mènent l'instruction. Ils sont épaulés pendant le procès par 12 juges parlementaires. Rien que l'expression, elle est assez drôle. 6 députés, 6 sénateurs, élus par chacune des 2 chambres du Parlement. Pour l'occasion, les juges parlementaires portent même une robe de magistrat. On va avoir des images, c'est des images qui datent de 2016. On voit les magistrats au premier plan et les juges parlementaires au second plan. Ça, c'était pour le procès de Christine Lagarde. Mais la Cour, elle a aussi fait la une de la presse la semaine dernière pour le procès de Jean-Jacques Urvoas, qui a même été
condamné pour avoir violé le secret professionnel quand il était ministre de la Justice. Alors pourquoi pose-t-elle problème cette Cour de justice, Quentin ? Eh bien, de l'aveu même des sénateurs qui y siègent, la CJR est un étrange attelage, je cite, ne serait-ce qu'en vertu de la séparation des pouvoirs. Normalement, les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs, ils ne doivent pas empiéter les uns sur les autres. On en parlait à l'instant. Exactement, et la Cour de justice de la République, elle mélange complètement les missions de contrôle du Parlement sur l'exécutif et la mission de la justice, qui est de dire le droit. Écoutez à ce propos Agnès Canaillé, elle est juge titulaire à la Cour de justice de la République, elle est bien sûr sénatrice. Initialement, elle était favorable à la complémentarité entre les juges professionnels et les juges parlementaires, mais après une semaine de procédure voace, elle a changé d'avis. J'ai vu que effectivement les magistrats avaient leur vue très professionnelle de la chose et que nous les politiques on était sous une approche différente mais qui était moins facilement entendable et que c'était difficile pour des politiques d'être magistrats. Donc je pense qu'aujourd'hui on a vraiment deux approches différentes. Alors, soyons clairs, Quentin, la suppression de la Cour de justice de la République est bel et bien prévue dans la réforme des institutions voulue par Emmanuel Macron. Est-ce que ça fait consensus, ça ? Oui, tout à fait. Ce tribunal d'exception, il ne convient à absolument personne. Pour le citoyen, la Cour de justice de la République donne le sentiment que les politiques règlent leurs affaires politiques et judiciaires à huis clos. Les parlementaires, ils ne sont pas magistrats, ils ne comprennent pas tous les ressorts de la procédure judiciaire. Quant aux juges, ils n'ont pas vocation à trancher les aspects politiques d'une affaire. Les sénateurs, ils le disent donc aujourd'hui, supprimons la Cour de justice de la République et que chacun retrouve son rôle. Il est absolument indispensable qu'on puisse juger, que des professionnels puissent juger un ministre lorsqu'il a commis une infraction à une règle. Et il est absolument indispensable que ce soit des professionnels qui le jugent parce que l'on sait que les magistrats se garderont bien d'intervenir sur le champ politique et ne s'attaqueront pas à ce qui relève de la responsabilité politique qui s'exerce devant le peuple souverain, devant les électeurs et pour un ministre aussi devant le Parlement. Et c'est ce qui est prévu, faire juger les ministres par des tribunaux classiques, c'est bel et bien ce qui est dans la réforme des institutions. Voilà, mais il va peut-être manquer un volet sur la responsabilité politique. Il faudrait que le Parlement puisse juger, même si le terme est inapproprié. C'est ce que prônait le grand constitutionnaliste Guy Carcassonne. Je voulais finir en vous montrant une interview de lui, ça date de 2011, sur le sujet. Il serait tout à fait imaginable d'avoir une procédure d'aiguillage en quelque sorte entre soit la responsabilité politique, soit la responsabilité pénale. Si c'est la responsabilité pénale, les tribunaux de droit commun, mais si c'est la responsabilité politique, obligation pour le Parlement d'en débattre. Voilà, la Cour de justice de la République, elle doit donc être réformée par la révision institutionnelle qui pour l'heure est au point mort. Et Jérôme Bacher, je vous vois trépigner d'impatience, vous rêvez de réagir à cette chronique de Quentin Calmet. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Il y a deux choses. Il y a le fait que dans la judiciarisation de la société d'aujourd'hui, si vous voulez empêcher un gouvernement d'agir, il faut laisser les seuls magistrats agir. Ouais. N'importe qui peut porter plainte sur n'importe quoi. Auquel cas, un ministre n'exerce plus ses fonctions. Je peux vous dire, pour avoir travaillé auprès de plusieurs ministres, que certains, parfois, ont du mal à prendre leurs responsabilités. Ils sont dans les mains de leur administration qui vous dit toujours « c'est pas facile, il faut pas faire, il y a des risques ». Et le ministre, il est là pour agir. Donc si en plus, vous lui mettez une menace judiciaire en permanence sur le dos, à ce moment-là, eh bien, vous avez bloqué le pays. Donc il faut bien une justice d'exception pour l'exécutif au titre de la séparation des pouvoirs. En revanche, le fait qu'il y ait des parlementaires ne me semble pas la bonne méthode. Voilà. Donc, oui, il faut une justice d'exception, mais non, il ne faut pas de parlementaires aujourd'hui. Comme vous l'avez très bien dit, Quentin, eh bien, le sujet est que certains parlementaires ne sont pas forcément des habitués des prétoires et donc des procédures. Or, c'est un métier. Comme parlementaire, on apprend son métier, eh bien, magistrat, on apprend son métier et c'est mieux de le faire dans l'expérience. Sous quelle forme, avec qui ? Il faut tout d'abord avoir un filtre, un vrai filtre, pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on peut être jugé. Et c'est là la vraie clé. C'est à quel moment vous devez être jugé. Vous savez, en vérité, c'est rarement pendant l'exécution même de votre mandat, de votre fonction de ministre, que l'on repère l'erreur. C'est souvent avec le temps. Et donc, bien souvent, vous n'êtes plus en fonction
Et donc là, ça ne pose pas de problème, effectivement, que des magistrats puissent le juger normalement. Et donc ce volet de la réforme de la révision constitutionnelle, vous ne le voterez pas? Si, on votera au moins une part. On aménagera. Le groupe Les Républicains fera d'ailleurs des propositions prochainement sur la Cour de justice de la République. Donc, oui, cette Cour de justice de la République, elle a vécu, effectivement, pas de parlementaires pour pouvoir juger ces affaires-là. En revanche, ne pas laisser les ministres en permanence sous la menace de la justice pour ce qui relève de leurs fonctions. Allez, ce qui relève de leurs fonctions. Si, je rappelle, si un ministre écrase son voisin, il va directement devant les tribunaux. On ne confond pas les immunités parlementaires et des ministres avec ce qui est l'exercice de leurs fonctions. Nina Guérino, on va poursuivre avec vous ce club. Vous vous êtes intéressée au traitement médiatique de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi les Rouennais ont eu le sentiment d'être oubliés par les médias jeudi 26 septembre durant l'incendie à l'usine de Lubrizol? Donc je rappelle, jeudi 26 septembre, 11h30, l'annonce tombe, Jacques Chirac est mort. La France pleure l'ancien président de la République et du côté des médias, on s'agite. Les chaînes d'infos passent donc en édition spéciale et les quotidiens ainsi que les radios sortent à l'appel articles, reportages et témoignages. Sur le papier, ça paraît logique. Voilà. Tout le monde pleure? Eh bien non, à Rouen, ce jour-là, les habitants vivent une toute autre journée. Vers 2h du matin, un incendie s'est déclenché dans l'usine de Lubrizol, donc qui est une usine qui fabrique des additifs pour lubrifiants extrêmement toxiques, et située à moins d'1 kilomètre de la ville. Les panaches de fumée qui font 22 km de long et 6 km de large assombrissent le ciel, colorent les terrasses, les jardins, les rues de noir et rejettent une odeur nauséabonde d'hydrocarbures. Une catastrophe industrielle, écologique et sanitaire que les médias nationaux étaient prêts à suivre toute la journée. Mais pris de court par le décès de Jacques Chirac en fin de matinée, ils détournent le regard et stoppent leurs émissions sur Lubrizol. Et le vide se fait ressentir. Sur les réseaux sociaux, les commentaires abondent de Rouen et d'autres communes du nord, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise qui sont, eux aussi sont concernés. Voilà, 204, il me semble, communes concernées. Et les habitants se sentent abandonnés par les journalistes, oubliés, éclipsés par la mort de l'ancien président. On pouvait ainsi lire sur Twitter « Ce manque d'infos est plus que perturbant. Cette nuit, les habitants de Rouen et alentours qui n'arrivaient pas à dormir échangeaient sur Twitter, se donnaient des conseils, etc. Ils ont été abandonnés, ils ont peur. » J'habite à 600 mètres de Lubrizol, plus de 24 heures sans infos réelles. J'ai dû quitter mon appartement hier soir à cause des infiltrations d'hydrocarbures par la porte non étanche. L'odeur irrespirable. J'y suis restée un jour, n'ayant rien de mieux à faire. Je tousse, je pleure, je crache, etc. Il y en avait des centaines. Ils se sont sentis très seuls. Exactement. Donc à Rouen, les habitants s'inquiètent. Que respire-t-on? Est-ce que c'est grave? Que faire? Nombreux sont ceux qui se retrouvent démunis finalement. Alors, leur sentiment est-il véritable? Les journalistes les ont-ils vraiment oubliés? Alors, c'est un peu plus nuancé que cela. Comme toujours. Car il ne faut surtout pas occulter l'excellent travail des rédactions locales. 76 Actu, France 3 Normandie, France Bleu Normandie et aussi Paris Normandie qui n'ont cessé de couvrir l'incendie et ses répercussions depuis jeudi, risquant bien souvent leurs poumons. Mais qu'en est-il des rédactions nationales? J'ai discuté à ce propos avec Raphaël Tual, journaliste chez 76 Actu. Et pour lui, la mort de Jacques Chirac a en effet provoqué un phénomène de marée. La plupart des journalistes nationaux, à l'annonce de la mort, sont partis de Rouen. Et tandis que lui passe une journée à respirer des fumées toxiques qui, un jour, craint-il, pourraient lui provoquer un cancer, les chaînes d'infos, elles, tournent en boucle sur l'ancien patron de la droite. Donc oui, lui aussi a été interpellé par ce décalage. Néanmoins, il précise que si les habitants ont eu ce sentiment de décalage et donc d'abandon, ça vient surtout du fait des chaînes d'infos continues, donc BFM, CNews et LCI, car les éditions spéciales n'ont laissé aucune place à Lubrizol, alors que d'autres médias nationaux, eux, sont restés sur place pour couvrir l'événement, même si le nombre d'articles consacrés à l'incendie restait bien infime ce jour-là, comparé à ceux publiés sur Jacques Chirac. Ce faisant, on s'interroge sur ce choix. Cette catastrophe n'est-elle pas d'intérêt public? Pourquoi ne pas avoir choisi de couvrir les deux actualités à égalité? Paris Normandie, qui est l'unique quotidien à avoir fait sa une sur l'usine de Lubrizol le lendemain de l'incendie et aussi de la mort de Jacques Chirac, s'est posé les mêmes questions et a obtenu quelques réponses. Ce qui s'est passé à Rouen aurait dû occuper tout l'espace national, lui a-t-on répondu du côté du Figaro. Mais il y avait le décès de Jacques Chirac et c'était un événement historique. Il n'y avait aucune solution parfaite dans un cas de figure aussi extrême. Et même son de cloche chez BFM, alors que tout était en place pour que l'incendie de Lubrizol occupe 90% de l'antenne, il y a eu l'annonce du décès de Jacques Chirac et le choix d'une édition spéciale
sur sa mort s'est imposé. Les médias nationaux sont revenus sur Rouen dès le lendemain. Mais la première journée, angoissante, essentielle pour ses habitants, où les rédactions parisiennes ont fait le même choix éditorial, aura malheureusement fait résonner aux oreilles des Rouennais et d'autres aussi dans les autres communes une célèbre phrase de Jacques Chirac: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et parce que le temps presse, on va enchaîner avec la chronique d'Eliott Lepers, directeur de l'ONG Le Mouvement dans le club d'Allons Plus Loin aujourd'hui. Vous fermez la marche. Eliott, votre sujet du jour, c'est donc Fessenheim cette fois-ci. C'est vraiment la fin ? Mais c'est dans 9 mois, on l'a appris hier, EDF l'a annoncé. Donc le premier réacteur va s'arrêter en février 2020, le deuxième réacteur en juin 2020. C'était une promesse de campagne de François Hollande déjà, et on devait arrêter cette centrale depuis 2016. Alors pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps ? On sait qu'aujourd'hui le gouvernement d'Emmanuel Macron prévoit la fermeture d'encore 12 réacteurs d'ici à 2035 pour baisser la part du nucléaire jusqu'à 50% contre 75% aujourd'hui dans le mix électrique français. Alors il faut aussi savoir que EDF subissait les pressions de nos voisins, notamment au Luxembourg, en Allemagne, depuis plusieurs années, parce que Fessenheim est soumise à un risque sismique très fort. Fessenheim est situé au-dessus de la plus grande nappe phréatique d'Europe. On imagine les risques et on voit aujourd'hui avec Lubrizol comment un incident industriel peut être une catastrophe absolument nationale, voire européenne. Et puis très vulnérable en cas d'attaque. Il y avait un rapport indépendant qui avait été commandé par Greenpeace en 2017 et qui montrait qu'effectivement, Fessenheim était mal protégé. Alors, pourquoi est-ce que EDF a voulu repousser cette date absolument? La première raison, c'était qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse fermer Fessenheim avant que l'EPR de Flamanville soit entré en service. Or, Flamanville devait entrer en service depuis 2012. Oui. Cette date a été déjà repoussée, on est déjà à 8 ans de retard. La prochaine date qui est annoncée, c'est 2022, mais les retards s'accumulent sur tous les autres projets d'EPR d'EDF. Ensuite, il y avait effectivement la question de l'emploi. On est à 1200 personnes qui travaillent directement ou indirectement sur le site de Fessenheim. 850 salariés d'EDF directement. Donc, plusieurs options sont aujourd'hui sur la table, notamment la possibilité d'être mutés dans d'autres centrales, tout simplement de poursuivre leur carrière sur les années qui viennent de pré-démantèlement pour pouvoir accompagner le chantier de fermeture de Fessenheim, et puis aussi des projets de reconversion professionnelle. Mais la vraie raison, finalement, elle pourrait être assez simple, elle pourrait être uniquement économique, tout simplement parce que dans ces 4 ans de négociations, EDF a gagné un chèque très généreux de la part du gouvernement. François Hollande proposait à l'époque 80 milliards. Entre 80 et 100 millions. Entre 80 et 100 millions pour indemniser effectivement EDF sur cette fermeture. Et puis, aujourd'hui, on parle plutôt de 400 millions. L'accord qui a été annoncé hier, c'est 400 millions dans les 4 ans qui viennent pour financer le coût du démantèlement de la centrale. Mais derrière, c'est aussi, et c'est peut-être la partie la plus intéressante, c'est pendant les 20 ans qui viennent de fonctionnement théorique qu'aurait encore pu durer cette centrale grâce à la prolongation de sa durée de vie, l'État va devoir effectivement payer chaque année un manque à gagner pour EDF. Et on parle de 400 millions d'euros supplémentaires sur les 20 ans qui viennent, donc un total potentiel de 800 millions. Un coût énorme pour l'État, Jérôme Bachere. Quand on voit l'état des déficits, finalement, c'est assez peu à l'aune de ce que des 100 milliards de déficit que le budget que je vais aller voir Gérald Darmanin après et Bruno Le Maire. Donc c'est une goutte d'eau dans l'océan des déficits français, mais c'est énormément d'argent. Effectivement, on ne peut pas dire que 400 millions, c'est rien. Il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent, grosso modo 700 permanents, 300 intérimaires précaires sur cette centrale. Alors évidemment, c'est un traumatisme local, mais il y a aussi un projet industriel ensuite qui est prévu pour Fessenheim. Photovoltaïque, mais aussi... Un projet de territoire. Il y a un projet de territoire aussi avec... en lisant la presse ce matin, on apprend que peut-être pour retraiter des déchets nucléaires faiblement radioactifs. Donc il y a d'autres projets qui se font jour. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où on parle du démantèlement d'EDF, on risque de mettre d'un côté ce qui rapporte et de l'autre côté, finalement, tout le nucléaire dont on ne sait plus que faire, alors qu'on en a strictement besoin, notamment dans le bilan carbone. Je le rappelle, c'est pas génial le nucléaire, mais en tout cas, aujourd'hui, sinon, on ne serait pas un des bons élèves du bilan carbone, quoi qu'en dise la jeune Greta Thunberg. C'est toujours bien de donner des leçons, il faut savoir à qui on les donne. Il faut avoir passé ses brevets avant de pouvoir donner des leçons aux autres. Voilà, vous attaquez fort, vous avez le droit de réagir, Eliott. Oui, la France n'est clairement pas un bon élève. Effectivement, on a... Dans le bilan carbone, si, clairement. Sur notre production d'électricité, on a effectivement des résultats qui sont meilleurs que nos voisins, mais sur l'ensemble du reste de nos activités industrielles, on est très en deçà de nos engagements. Sur 2018, c'est encore 4,5% en dessous de nos engagements qui avaient été pris. C'est tout à fait vrai. Il y a un vrai sujet de reconversion industrielle et on le voit avec Rouen. Aujourd'hui, quelle est l'acceptation que nous avons des projets industriels en France ?
est-ce qu'on peut encore avoir de telles industries au cœur des villes? Je dis bien au cœur des villes parce que les villes ont poussé, ont grandi, et c'est aussi ça les sujets de la métropolisation. On veut des entreprises, on veut mettre les emplois en ville, mais en même temps, il faut en assumer toutes les conséquences. Et tout ça n'a pas été complètement abordé. On est dépassé aujourd'hui par la métropolisation, le bilan de mettre tout le monde en ville. C'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet aussi de déplacement après. Donc, quels sont les transports que vous mettez pour éviter des bilans carbone affreux, où on fait faire 3 fois le tour du monde pour avoir des productions, voilà, et donc on a un bilan carbone écœurant. Il faut repenser tout cela. C'est pas si facile, On est sur un nouveau paradigme, il faut le dire. Ouais. Mais donc, et ça, que ce soit dans les actions du gouvernement, dans les dénonciations des organisations gouvernementales, que ce soit dans les entreprises, ce nouveau paradigme, il n'est pas du tout pris en compte. Chacun y va de ses lettres d'intention et de ses intentions. La réalité, hélas, celle que nous vivons, elle est beaucoup moins facile à appliquer. Et on va parler d'un autre sujet avec vous, Jérôme Bacher, c'est l'immigration. C'est l'objet de notre rubrique. Ça se passe chez vous. Et cette semaine, on vous emmène dans les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi ? Eh bien parce que le département est devenu apparemment un point de passage stratégique pour les migrants, notamment depuis que l'Italie a décidé de fermer ses frontières. C'est précisément au niveau du Pays Basque que ça se passe, ce qui suscite quelques inquiétudes des autorités. Regardez ce reportage de Cécile Sixou et de Sandra Cerquera. Nous sommes ici au Pays Basque espagnol, à Irún, tout près de la frontière française. C'est désormais par ici que passe la nouvelle route de l'exil. Il y a plus d'1 an dans cette ville, des groupes de migrants ont fait leur apparition, en partie originaires d'Afrique de l'Ouest. Chaque jour, une association les accueille. Ils sont des dizaines de nouveaux arrivants par jour. Nous sommes avec Yon, vous êtes membre de l'association Réseau d'accueil d'Irún. Alors Yon, comment expliquez-vous cet afflux de migrants ici à Irún depuis 1 an? À l'époque, il y a quelques années, les routes de migration, ils dépassaient par la Turquie. Après, ils dépassaient par la Grèce. Après, ils dépassaient par l'Italie. Et on a payé au pays du côté africain, à ce moment à la Turquie, après à la Libye. Et on les a payés pour retenir là, pour que les migrants ne puissent pas continuer. Alors, ils ont déplacé la route jusqu'à l'Espagne. Vous, comment vous aidez ces migrants qui viennent chaque jour vous voir ? On les renseigne de quelles sont les routes pour continuer. On les aide aussi à recevoir de l'argent quand ils ont besoin de recevoir de l'argent de quelqu'un famille ou de quelqu'un ami. Ils ne peuvent pas les recevoir parce qu'ils n'ont pas de passeport. Alors c'est nous qui les recevons l'argent et après on les donne. Aussi, on va aller chercher les gens qui arrivent en bus ou en train à la gare d'ici d'Irún parce que quand ils arrivent, ils ne connaissent pas où se trouvent les dispositifs ici à Irún. Qu'est-ce qu'ils font après justement ? Après, ils partent. La France, elle est par là. Alors, ils partent vers là. Nous avons quitté Irún juste derrière moi pour rejoindre Hendaye. Ce pont sur lequel je suis sépare la France de l'Espagne. C'est par ici que chaque jour, des dizaines de migrants tentent de passer la frontière. Un afflux auquel a dû faire face la police des frontières. Nous sommes avec Patrice Perruqueou. Vous êtes représentant syndical de la police des frontières. Alors monsieur Perruqueou, comment avez-vous fait face à cet afflux de migrants ? Depuis 1 an, mes collègues ont l'impression de vider un océan avec une petite cuillère, surtout par manque d'effectifs. Les migrants, ils veulent passer. Il y a le pont Saint-Jacques, mais il y a d'autres points de contrôle. Il y a le pont de Béobi, il y a la gare, il y a l'autoroute. Donc effectivement, c'était très compliqué. Est-ce que vous avez demandé des moyens supplémentaires ? Mais oui, effectivement, je précise que depuis quelques mois, on a fait des rassemblements sur le pont Saint-Jacques. Ici, on a fait des manifestations. On a attiré l'œil de Paris pour qu'ils nous envoient des collègues pour renforcer les unités. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement, quand vous ramenez un migrant à la frontière, comment ça se passe ? Quand on interpelle un migrant, en fait, on remplit un imprimé qu'on appelle communément une fiche de non-admission. On inscrit son nom et puis on les remet aux autorités espagnoles de temps en temps et ils essayent de repasser obligatoirement. Ils croient que la France c'est l'Eldorado. Depuis le 1er janvier 2019, la police des frontières a reconduit 3000 migrants côté espagnol. Mais tous retentent leur chance car l'objectif c'est de rejoindre coûte que coûte la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Ils sont souvent aidés par des passeurs pour qui c'est devenu un business lucratif. Le passage de ce pont par exemple coûte 100 €.
Et Jérôme Bacher, là encore, vous réagissez beaucoup pendant ce reportage, dites-nous. Ah oui, non, mais on ne peut pas non plus laisser croire qu'on va arrêter en mettant plus de policiers derrière les frontières cette vague d'immigration qui vient, notamment pour des raisons économiques. Là, maintenant, c'est effectivement par Hendaye. Le président Larcher s'est rendu sur place avec, évidemment, mon collègue Max Brisson. Ouais. Mais tous ceux qui connaissent ce coin de Pays Basque savent que vous avez toujours traversé Hendaye comme cela. Et sinon, vous prenez la montagne à côté, vous montez à la Rune et vous traversez. Il y a une petite pierre qui vous dit vous êtes en France, vous êtes en Espagne. On n'a jamais vu à cet endroit-là ni un douanier, ni un policier de l'air et des frontières. Donc le vrai sujet, c'est effectivement le déplacement. La Turquie a réussi à arrêter, en moyennant des financements de l'Union européenne, une partie d'immigration. L'Italie, moyennant des financements de réseaux en Libye. Il faut dire les choses assez clairement. L'Italie de Salvini, c'était sa méthode pour arrêter l'immigration. C'était on met de l'argent auprès des passeurs libyens. On achète les passeurs. Et bien là, ce qu'il faut arrêter, c'est de nouveau les passeurs. C'est pas les migrants. Ils sont là, ils sont passés par l'Espagne, en frontière. Donc c'est vraiment s'attaquer au réseau de trafic. Et là, c'est avec les Espagnols qu'il faut travailler. C'est avec aussi nos amis marocains, car forcément, ça passe par le Maroc. Et là, je sais qu'il y a une véritable coopération qui a lieu. Mais effectivement, à force de fermer des routes, on en prend une autre. Celle-ci, maintenant, est ouverte. Oui, le problème se déplace. Le problème s'est déplacé, il faudra le fermer là. Mais là encore, si on veut traiter le sujet et le sujet de fond, c'est quand même le sujet économique et de démocratie dans un certain nombre de pays, notamment d'Afrique, parce qu'il s'agit beaucoup d'immigrants économiques d'Afrique noire, alors qu'on a d'autres sujets qui reviennent à l'ordre du jour, sur les Afghans, qui est extrêmement fort, sur le Pakistan, et on a de nouveau des problèmes en Grèce, encore une mort tout à fait horrible, la semaine dernière, d'une maman retrouvée brûlée avec son enfant dans des couvertures. On est sur des choses tout à fait inhumaines, mais on voit bien que tous ces sujets d'immigration non maîtrisés fait le bonheur de trafiquants sans âme, sans pitié. Et c'est avec eux qu'il faut être sans pitié. Et on doit s'arrêter là. Merci infiniment Jérôme Bacher d'avoir été notre invité du jour. Merci à tous les trois d'avoir été dans le club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Merci à vous. Sénat en clair consacré ce soir au budget 2020. Il a été présenté en Conseil des ministres vendredi dernier. Il sera débattu au Parlement dans les semaines qui viennent, mais il est défendu dès ce soir par deux ministres au Sénat. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont auditionnés parce qu'évidemment, ils posent de nombreuses questions. On en parle avec nos invités après les premières explications de Louis Duménil. C'est un projet peut-être plus attendu que les années précédentes. Après des mois de grogne sociale, le projet de loi de finances 2020 s'annonce comme celui du pouvoir d'achat. Sa mesure phare, une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, soit 350 euros d'économie par an pour 12 millions de foyers. Pour Vincent Delahaye de l'Union centriste, pas mal mais peut mieux faire. C'est une loi de finances qui prévoit des baisses d'impôts, donc ça c'est bien, mais à côté de ça, elle ne prévoit pas de baisse de la dépense publique, donc ce qui est moins bien. En tout cas pour moi qui suis un puriste et qui pense qu'on devrait revenir vers l'équilibre budgétaire, c'est toujours embêtant. Ceci étant, qui va se plaindre de payer moins tout en recevant plus ? Ajoutez à cela la dernière étape dans la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, soit 3,7 milliards en moins dans les caisses. À droite, les Républicains continuent d'émettre des doutes sur cette mesure. Pour ceux qui la payent et qui n'ont plus à la payer demain, ils n'en peuvent être qu'être heureux. Après, je l'ai toujours dit, ça pose une véritable question sur le lien entre le service public qui est offert, son coût, et le citoyen. Demain, dans certains territoires, on n'aura plus qu'une ou deux personnes qui vont finalement avoir une contribution directe à l'ensemble des services publics offerts par les communes. Les entreprises ne sont pas en reste. Les plus grandes verront leur impôt sur les sociétés baisser, mais moins vite que les PME. Bel effort pour certains, tour de passe-passe pour d'autres. Il y a là un problème qui coûte 5 milliards à la Sécu. C'est-à-dire que, en fait, les mesures qui sont prises à l'occasion des Gilets jaunes, elles sont financées sur le budget de la Sécu. Jusque-là, vous vous dites, pourquoi pas. Mais habituellement, l'État compense à la Sécu pour que le déficit ne se creuse pas. Là, l'État dit cette année, non, on ne compense pas. C'est la Sécu qui prend. À côté de cela,
Le gouvernement compte récupérer 900 millions d'euros par an dans la niche sur le gasoil non routier, renforcer la lutte contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne et imposer la domiciliation fiscale en France aux dirigeants de grandes entreprises. Reste à confirmer les intentions de l'exécutif. Les 80 articles du projet seront discutés au Sénat fin novembre. Et avec nous pour Sénat en clair ce soir, Jean-Marc Gabouty, bonsoir, sénateur RDSE de la Haute-Vienne, vice-président du Sénat, membre de la Commission des Finances. Corentin Le Fur, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil d'orientation à la Fondation Concorde. Stéphanie Villers, bienvenue, économiste, spécialiste de la France et de la zone euro. Et Mathieu Plane, bienvenue, économiste à l'OFCE. Si je vous dis, justement, Mathieu Plane, j'ai envie de commencer avec vous, si je vous dis que ce budget 2020, c'est celui du pouvoir d'achat, puisque c'est ce qu'on lit ça et là, est-ce que vous nous dites, c'est vrai, c'est faux ? C'est le budget du pouvoir d'achat ? Oui, on peut quand même on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même deux années de concentration des mesures fiscales, c'est assez net, en direction des ménages. Et c'est assez net pour le souligner parce que c'est un vrai, on va dire, il y a eu une vraie... Il y a une rupture. Une vraie rupture, un changement de tendance assez net par rapport aux années précédentes où il y a eu la politique de l'offre qui a été mise en place avec le CICE, le pacte de responsabilité, et il y a une réorientation de la politique économique plutôt en direction des ménages. Et les mesures fiscales sont quand même importantes, parce que si on concentre les 2 années, on a quasiment 20 milliards d'euros de soutien au pouvoir d'achat des ménages, plutôt sur les classes moyennes. Donc oui, on peut parler d'un budget du pouvoir d'achat, ça pose plein d'autres questions. Oui, et on y viendra. Mais clairement, on peut pas nier qu'il y a un effort qui est fait en direction des ménages. Jean-Marc Gabouty, c'est clairement un budget qui répond à ce qu'avait dit Édouard Philippe, l'immense exaspération fiscale des Français. Bon, je crois que c'est c'est autre chose. Il y a une exaspération fiscale, mais c'est naturel l'exaspération fiscale. Tous les gens qui payent des impôts, vous allez trouver toujours une majorité pour l'exaspération fiscale. Non, je crois qu'il y a un effort en faveur, effectivement, d'un certain nombre de catégories, notamment les catégories les plus modestes, ceux qui sont au-dessus pour ne pas toucher la totalité des aides et avoir une APL qui couvre 90% du loyer de leur logement, etc. Et qui ramait à la fin de chaque mois, et qui en plus symboliquement ont été touchés par l'augmentation du prix de l'essence et du gasoil. Donc c'est bien ça, et effectivement ce qui a été dit, c'est une relance alors un peu forcée peut-être, voilà, c'est pas forcément naturel. Le mouvement des Gilets jaunes est passé par là, c'est ce que vous Oui, voulez mais dire. bien sûr. Je veux dire qu'il a fallu faire un traitement social du mouvement, pas tellement pour les Gilets jaunes, mais pour le fait qu'il y avait une adhésion dans la population à ce mouvement qui était relativement inquiétante. Moi, c'est pas les Gilets jaunes qui m'inquiètent, c'est l'adhésion qu'ils ont eue. Donc, il y a ce mouvement au niveau fiscal qui est intéressant, mais je pense que c'était indispensable, mais ça pèse budgétairement. Oui, et on va y venir, juste quand même sur cette question du pouvoir d'achat des Français. On peut leur dire ce soir, avec ce budget 2020, Corentin Le Fur, que c'est un budget qui va dans le sens de leur pouvoir d'achat. Certains l'appellent le budget Gilets jaunes, soyons clairs. Tout dépend à quel Français vous vous adressez. C'est-à-dire qu'à première vue, effectivement, il y a des gestes qui sont faits de manière très ciblée sur on va dire un corps social qui va des classes populaires au bas de la classe moyenne, si je puis m'exprimer ainsi. Maintenant, 3 grands regrets. La grande majorité de la classe moyenne elle est oubliée de ce budget. L'effort essentiel de l'impôt sur le revenu du gouvernement, j'entends, c'est la tranche à 14% qui passe à 11%. La grande majorité des classes moyennes qui portent la majorité des 70 milliards que rapporte l'impôt sur le revenu chaque année sont relativement oubliés dans ce dispositif, alors qu'on a quand même déjà 52% des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc il y a quand même une question déjà d'équité fiscale. Ces mêmes classes moyennes qui vont attendre 2023 pour la taxe d'habitation, ces mêmes classes moyennes à qui on supprime cette année les aides à la rénovation énergétique dans le contexte actuel. Mais il n'y a pas que le fléchage ménage, on est aussi quand même dans un budget où un certain nombre d'entreprises servent de variable d'ajustement, et on ne peut pas dire qu'on est les entreprises en France les plus compétitives du monde. On parlait de l'impôt sur les sociétés. Donc ça va leur porter préjudice. On va raboter pratiquement 1 milliard, grosso modo, de niche fiscale. Donc en fait, on fait de l'augmentation d'impôts de production déguisée. Et tout ça, essentiellement, payé par du déficit et de la dette publique. Stéphanie Villers, il y a des oubliés dans ce budget 2020 ? Parce que c'est vrai que quand on dit baisse d'impôts, on se dit aussi qu'il y a un loup et qu'il y a bien quelqu'un qui va payer. Si on regarde les chiffres sur les 6 premiers mois de l'année économique, on voit que l'investissement des entreprises repart, est bel et bien là. D'ailleurs, l'investissement progresse depuis 2016. Donc, il y a vraiment eu un effet CICE qui a permis, il n'y a pas eu que ça, mais en tout cas qui a soutenu les entreprises. On voit
voit sur la première mesure de l'année dernière, c'est cette annonce de 10 milliards accordés aux ménages. Eh bien, sur les 6 premiers mois de l'année, on ne voit pas vraiment d'effet sur la consommation des ménages. Les ménages ont préféré mettre de côté aux 2 tiers et à épargner. Donc peut-être qu'il faut en rajouter une couche supplémentaire, on verra le résultat. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 milliards qui sont donnés aux ménages. C'est peut-être ce qu'il faut effectivement pour redonner réellement confiance et pour que les ménages commence réellement à consommer. Recommence à consommer. Alors, vous l'avez compris, ce budget suscite quand même pas mal de réserves. Également parmi les sénateurs, je vous livre quelques réactions recueillies ces derniers jours par Public Sénat. Rien de nouveau dans ce budget, nous dit le vice-président de la Commission des Finances, Éric Bocquet, qui s'agace même. J'entends parler d'un budget gilet jaune, c'est se foutre du monde. Fin de citation. Le sénateur LR Philippe Dallier de s'inquiéter. Les objectifs affichés en 2017 ont totalement été abandonnés. On ne reviendra pas à l'équilibre des finances publiques. Alors qu'en pense Albéric de Montgolfier, sénateur LR, rapporteur général de la Commission des Finances? Il est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences au Sénat. Albéric de Montgolfier, est-ce que ce budget 2020 va opérer un redressement des finances publiques selon vous? Certainement pas, parce qu'en Europe, il y a un mauvais élève. Le mauvais élève de l'Europe, c'est la France. Quand on regarde même par rapport aux pays d'Europe du Sud, vous regardez le Portugal, vous regardez l'Espagne, même la Grèce, on s'aperçoit qu'il y a un pays qui continue à avoir des déficits qui augmentent, qui continue à avoir un endettement qui augmente. Nous sommes à presque 100% du PIB, c'est la France. Donc malheureusement, nous sommes un peu à contre-courant de l'ensemble de nos voisins. Pourtant, le gouvernement affirme que ce déficit à 2,2% est historiquement faible, que la dette qui a beaucoup augmenté ces dernières années va être stabilisée. Ça devrait, c'est significatif. La dette stabilisée, attendez, on est à combien de dettes? On est à quasiment 100%, plus de 2200 milliards d'euros. Et quand vous regardez les autres pays, regarde notre voisin par exemple l'Allemand, il est aujourd'hui à peu près 60% de dette. Donc nous sommes le pays qui continue, à cause des déficits, à s'endetter. Et donc ça veut dire que cette année, nous allons emprunter un montant que nous n'avons jamais emprunté sur les marchés, plus de 200 milliards d'euros. Alors ça veut dire une grande dépendance à l'égard des pays étrangers, de nos créanciers qui sont souvent extérieurs à la France. Alors est-ce qu'il faut quand même prendre en compte le contexte des gilets jaunes et une grave crise sociale qui a marqué le pays et freiner les coupes dans les dépenses publiques et les suppressions de fonctionnaires? Non, il faut supprimer des fonctionnaires en soi, ce n'est pas un objectif. En revanche, s'interroger sur le service public, comment il fonctionne, ça doit être un vrai objectif. Est-ce que nos concitoyens, ils l'ont dit à travers les gilets jaunes, mais autrement, est-ce qu'ils sont aujourd'hui satisfaits du service public? Nous avons, par exemple, par rapport à 1981, 40% de fonctionnaires en plus. Est-ce que, pour autant, les Français considèrent qu'ils sont mieux soignés et qu'ils sont plus en sécurité? Non, c'est-à-dire que simplement, il faut s'interroger non pas sur le fait qu'il faut baisser ou pas le nombre de fonctionnaires, il faut s'interroger sur la manière dont le service est rendu. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en double, par l'État, par les collectivités. Donc le service n'est pas efficace. Et ce qu'on aurait souhaité, ce qui avait été annoncé, ce qui n'aura pas lieu, c'est une réforme de l'État. Alors Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, que vous auditionnez aujourd'hui, communiquent sur une baisse d'impôts de 9 milliards d'euros. L'impôt sur les sociétés continue de baisser. Ça satisfait la droite? L'impôt sur les sociétés continue de baisser moins que ce qui avait été voté et même annoncé, puisque vous avez vu que pour les grandes entreprises, du moins, c'est un peu ralenti par rapport à ce qui a été annoncé. Quant aux particuliers, financer des baisses d'impôts par des déficits, c'est jamais que faire du différé sur les générations futures. Le gouvernement peut en emprunter en plus. Tout simplement vous dire on baisserait de 30%, 20%, c'est un peu de la facilité. Et ce qui a été acceptable, ce qui a été souhaitable, c'est que ces baisses d'impôts soient financées par des économies. Et les économies, elles ont totalement été oubliées. Très bien. Merci Albéric de Montgolfier. On voit que vous n'êtes pas convaincu par ce budget 2020. Pas du tout. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Mathieu Plane, les économies sont oubliées? Non, il y a quand même des économies. D'ailleurs, ça crée des transferts. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des gagnants. Alors ça dépend aussi de la classe moyenne, parce que moi je pense que quand effectivement la première tranche, on est plutôt quand même dans la classe moyenne. La taxe d'habitation pour 80% des ménages, c'est quand même plutôt la classe moyenne. On est au début de la classe moyenne. Pardonnez-moi. Je pense qu'on la classe moyenne dans mon territoire, elle l'a pas vu la mesure sur la taxe d'habitation. En dessous de 2500 €, on est quand même dans la classe moyenne. Mais bon, il y a, je pense, une discussion de savoir le ciblage qui peut être réalisé. Par contre, il y a des économies. Vous regardez du côté du logement, typiquement, il y a quand même des économies qui sont réalisées. Regardez l'assurance chômage. On parle aussi des retraites. Le problème, c'est qu'il y aura des transferts qui vont être réalisés. Et donc, effectivement, il y a des gagnants et des perdants. On voit que globalement, il y a une enveloppe qui est plutôt
plutôt positive pour les ménages. Mais c'est pas tous les ménages qui seront gagnants, voire sans parler des certains ménages, pourraient des perdre. finances publiques. Est-ce que Sur les finances publiques, on voit que la trajectoire, effectivement, elle est moins ambitieuse qu'initialement. C'est-à-dire que le gouvernement avait prévu, enfin le gouvernement, on va dire plutôt Emmanuel Macron au début, de revenir à l'équilibre budgétaire. Oui. On sera plutôt autour de 1,5 d'ici la fin du quinquennat. Alors il y a plusieurs choses qui sont passées par là. Il y a moins de croissance, un environnement international qui est moins porteur, et effectivement le mouvement des Gilets jaunes qui a accéléré, notamment le calendrier fiscal, et on voit qu'il y a des mesures fiscales qui n'étaient pas forcément prévues ou qui ont été augmentées. Donc c'est vrai que l'ambition est revue à la baisse. Moi, ce que je reprocherais, c'est pas tellement cette trajectoire de déficit, parce qu'on est dans un environnement de taux même négatif, donc il n'y a pas de crise sur la dette aujourd'hui, c'est plutôt de manquer de politique d'investissement de long terme. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé ce levier des taux bas pour finalement avoir des projets sur 10, 20, 30 ans. Pas encore, en tout cas, sur effectivement toute la question de la transition énergétique, la rénovation des infrastructures, le numérique. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. On est plutôt sur des mesures de court terme qui étaient certainement nécessaires suite à la crise qu'on a connue et qui étaient peut-être bienvenues. Mais on voit qu'on ne profite pas de cet environnement économique très particulier de taux bas pour générer des projets d'investissement de plus long terme. Et vous parliez d'ambition revue à la baisse. Je vous cite Bruno Le Maire. L'année prochaine, le déficit public sera de 2,2%, le chiffre le plus faible depuis une vingtaine d'années. Il est conforme à nos engagements européens, nous dit le ministre de l'économie, Jean-Marc Gabouty. Oui, alors deux remarques. La première sur la tendance qui est suivie est bien celle qui a été annoncée par le président de la République au début. Simplement, il y a eu un accro, donc on est remonté d'un cran. Mais on repart sur la même tendance, avec un budget qui absorbe quand même un certain nombre de choses, qui absorbe les augmentations de primes d'activité, qui absorbe la suppression de la taxe d'habitation. Alors on peut dire que ce n'était pas la bonne chose à faire, peu importe. Financièrement, on absorbe tout ça. Donc vous dites que c'est bien pour les ménages et ça va aussi pour les finances publiques. Alors le problème, si vous voulez, qui est le vrai problème économique qui existe, je ne sais pas, les économistes me diront si j'ai tort, le vrai problème c'est l'augmentation du pouvoir d'achat global. Comment est-elle utilisée ? Est-ce qu'elle va vraiment dans la consommation ? Non, puisqu'on a un taux d'épargne qui reste, en tout cas, très élevé. Voilà, qui reste très élevé. C'est le problème, c'est-à-dire qu'on rajoute du pouvoir d'achat, mais globalement, alors je ne dis pas que c'est pas ceux qui, il n'y a peut-être pas de correspondance, ceux qui reçoivent plus de pouvoir d'achat le dépensent, mais il y en a d'autres qui en dépensent moins. Là, j'ai pas fait d'analyse fine, c'est à vous de faire une analyse plus précise là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. On est bien dans la même ligne, on est bien dans le programme du président de la République, on est bien dans cette réduction, mais il y a eu cet accro. Et puis, il y a eu une temporisation sur la suppression d'emplois publics. Moi, je pense qu'on peut supprimer des emplois publics dans la fonction publique d'État au niveau central, la fonction publique d'État, non pas au niveau des départements, parce qu'il ne reste pas grand monde, mais au niveau des régions, dans toutes les grandes collectivités, communautés d'agglomération, communautés urbaines, régions, etc., vous pouvez faire du moins 10, moins 20. Vous supprimez les conseils économiques et sociaux qui ne servent strictement à rien. Donc on a des marges de manœuvre là-dessus. Le deuxième point, je voudrais rétablir simplement la vérité sur l'impôt sur les sociétés, pour dire que le taux réel d'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, il n'est pas à 31% comme affiché. En réalité, avec un certain nombre de dispositifs, ils savent très bien faire de l'optimisation fiscale. Leur taux réel est beaucoup plus bas. Alors vous allez me dire, mais les PME. Alors les PME, il y en a effectivement, on voit bien qu'on est resté sur la trame de descente, puisque c'est uniquement les grandes entreprises où il y a eu un report. Et d'autre part, si vous êtes sur les petites PME et les TPE, je rappelle que le taux réel aujourd'hui, il est de 15% jusqu'à 38 500 euros de bénéfices. Et une petite entreprise qui fait 50 000 ou 100 000 euros de bénéfices par an, c'est déjà une entreprise qui fait entre 1 million et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est la petite PME, c'est 20 personnes, c'est entre TPE et PME. Et les engagements à l'égard de ces entreprises sont effectivement tenus, puisque la baisse continue, et on bénéficiait déjà de ce taux de 15% jusqu'à 38 500 euros. Donc voilà, je pense que c'est plutôt positif en direction des entreprises. Corentin Lefur. Bon, je ne rentrerai pas là dans le détail sur l'impôt sur les sociétés, parce que, lié à la complémentarité de la partie impôt de production et le taux d'IS comparé à la moyenne de l'OCDE. Non, sur l'intervention du sénateur de Montgolfier. Le problème essentiel, très honnêtement, sur le déficit, c'est pas qu'on soit à 2,2, à 2,4 ou à 2,1, même si symboliquement, on reste la lanterne rouge en termes de déficit public. Le vrai problème, c'est, comme c'était dit, il n'y a pas de vision générale, prospective, de l'évolution des politiques publiques françaises actuelles, que ce soit sur le budget de l'État, les collectivités territoriales ou la sécurité sociale. Donc quand on n'a pas de vision générale
parce que quelque part, on est dans le court terme et la gestion de la crise, on fait des économies de bout de chandelle de la mairie de 3000 habitants à l'État. C'est toujours les mêmes conséquences. Donc là, on voit effectivement qu'on a fait quelques économies. On est allé raboter sur le ministère de la Cohésion des Territoires, sur l'Outre-mer. On supprime un peu des fonctionnaires d'État, mais en permanence, l'objectif est moindre. On des postes, à 10 000, enfin, des équivalents temps plein. On est à 10 500 à peu près à l'horizon 2022. La question, évidemment, c'est pas de dire combien de fonctionnaires on fait sauter pour le plaisir de faire sauter. La question, c'est de dire, enfin, d'équivalent temps plein, on parle d'hommes et de femmes. Absolument. La question, c'est quelle est la vision et comment ensuite elle se décline. Aujourd'hui, et pour vous, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vision sur l'évolution, puisque c'était dit tout à l'heure, il faudrait déjà savoir sur, par exemple, quel type de collectivité territoriale on veut faire monter en puissance dans l'avenir. Aujourd'hui, on a toujours un millefeuille. On ne sait pas très bien si on veut miser sur les intercos, sur les conseils départementaux, sur la métropole, sur les régions. On joue un peu partout. C'est un peu l'ambiance Monsieur Bricolage, à commencer par la compensation de la taxe d'habitation, où les scénarios n'ont cessé de changer au fur et à mesure des mois. Et on a appris aujourd'hui qu'on allait geler l'évolution des valeurs locatives. Donc, comme il n'y a pas de vision, il ne peut pas y avoir d'économie structurelle. Donc, on joue sur la dette avec l'argument qu'adore M. Darmanin, qui est l'argument de tous les mauvais gestionnaires, de Bercy jusqu'aux mairies, c'est les taux sont bas. Quand on reconnaît qu'on peut aller s'endetter parce que les taux sont bas, on reconnaît qu'on ouvre la porte à une bombe à retardement le jour où les taux vont remonter, et ça ne va pas durer éternellement. Parce que la politique de la BCE ne continuera pas à faire ce qu'elle a fait jusque-là. Et puis que vaut ce budget par rapport au contexte international? Et je vais me tourner vers vous dans un instant, Stéphanie Villers. Inquiète. On fait du fixe, pas du variable en ce moment. Oui, mais même. Ils sont pas bas, ils sont négatifs les taux. Hein, donc c'est du jamais vu. Hein, oui. Et en face, quand même, l'Allemagne qui effectivement affiche de très bons résultats au niveau budgétaire. Il est vrai, sa dette est à 60%, elle a un solde budgétaire positif. Elle se retrouve en risque de récession pour le prochain trimestre. Alors que nous, on a quand même réussi à afficher, on va avoir une croissance de 1,3, même voire 1,5%. Alors bon, il y a deux modèles qui s'opposent. Effectivement, c'est la cigale et la fourmi, mais dans le contexte actuel de ralentissement mondial, on voit que l'Allemagne, elle ne sait pas faire face parce elle ne sait pas dépenser, elle ne sait pas stimuler sa demande interne. Oui, mais c'est pas donc elle attend que les marchés, elle regarde ce qui se passe entre Trump et la Chine, elle tremble, elle a mal avant qu'il lui est arrivé quelque chose parce que elle craint les hausses de taxes douanières sur le secteur automobile qui n'est pas encore arrivé. Mais déjà, le secteur automobile est en récession. Donc, effectivement, là, pour le coup, si on regarde l'économie allemande, elle n'a pas de leçons à nous donner. Et là, aujourd'hui, on est le moteur de la croissance européenne. Pardonnez-moi, l'économie allemande se porte mieux que l'économie française sur tous les plans. Et il n'y a aucune corrélation macroéconomique entre la récession et la dette publique. Troisième partie, on va enchaîner, parce qu'on va faire effectivement ce petit dézoom. Que vaut ce budget au niveau international? Inquiétude de Philippe Dallier, là encore, en cas de ralentissement de la croissance mondiale. Pardonnez-moi, j'avance. En cas de coup dur, nous n'aurons aucune marge de manœuvre, nous dit Philippe Dallier. Même inquiétude d'Éric Woerth, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Nous conserverons un déficit qui est plus de 2 fois supérieur à la moyenne de la zone euro. Ce n'est pas un budget qui réduit les déficits, c'est un budget qui stabilise le déficit français alors que d'autres pays l'ont réduit. Je voudrais qu'on écoute l'ancien ministre du budget qui s'est exprimé vendredi dernier. Il y a 40 points d'écart 40 points de PIB d'écart entre la dette allemande et la dette française. C'est 1000 milliards d'euros qui forment la différence. Il y a 1000 milliards d'euros de différence ou d'efforts à fournir si nous voulions revenir au niveau de l'Allemagne. C'est plus de 3 fois la dette de la seule Autriche. Donc on voit des différences absolument considérables et je pense qu'à terme, ces différences, elles vont peser d'une façon considérable sur la compétitivité de notre pays. Mathieu Plane, on ne vous a pas entendu sur ce point. Non, là, on est sur ces histoires de dette, on voit qu'on est quand même dans un nouveau monde. Pourquoi ? Effectivement, le concept des taux négatifs change quand même beaucoup de choses. La BCE, alors, sera peut-être pas accommodante tout le temps, mais il y a des facteurs structurels qui laissent penser que les taux seront très bas pendant longtemps. Et donc, il faut repenser la politique budgétaire là-dessus. On voit que l'Allemagne, effectivement, a une dette qui baisse beaucoup, qui pose des questions. C'est que s'il n'y a plus de dette allemande, il faudra bien que les investisseurs placent leur argent quelque part. Ce qui veut dire que si vous voulez sécuriser aujourd'hui votre épargne, vous n'avez pas d'autre choix que acheter des titres d'État. Et donc, il y a une demande très forte aujourd'hui des titres d'État. Donc, la question, c'est comment vous utilisez ce levier-là. C'est vrai que le gouvernement, moi, il me semble, a joué un peu
tous ces atouts directement là, sur 2019-2020, sur ces mesures fiscales. Mais est-ce que c'est un budget qui tient la route en cas de coup dur? Mais ça, voilà, la question, c'est du coup, on voit que la question cyclique est assez intéressante. C'est vrai qu'on a plutôt un ralentissement économique partout, que la France résiste plutôt mieux que ses partenaires commerciaux en ce moment, et que ça c'est plutôt bienvenu. C'est plutôt sur la suite. Si effectivement on a un retournement conjoncturel assez fort, est-ce qu'on aura les marges de manœuvre? Mais ce qui peut être, bien sûr que c'est probable. Aujourd'hui on faut un fort ralentissement, mais c'est vrai qu'on attend aussi des partenaires européens et notamment l'Allemagne de jouer aussi un rôle moteur dans une relance, parce qu'elle a des marges de manœuvre fiscales importantes et qu'une relance allemande, bien sûr, peut avoir des effets bénéfiques pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut repenser la politique budgétaire dans son ensemble, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un nouveau monde de ce côté-là. Stéphanie Ville. Oui, c'est envisager des investissements long terme, mais alors au niveau de la zone euro, parce que effectivement, c'est pas uniquement la France qui doit se saisir de cette problématique-là. Elle aura beaucoup plus de force et de puissance si effectivement les 19 pays de la zone euro s'allient pour faire un vaste plan d'investissement pour se moderniser, pour toute la problématique climatique et environnementale. C'est des beaux projets et effectivement, on a les conditions financières pour. Jean-Marc Gaboutier. Non, moi je crois qu'au niveau de l'Europe, effectivement, il faut d'abord faciliter, ce qui n'a pas forcément été le cas ces dernières années au niveau des règles de concurrence en Europe, l'émergence de grandes entreprises européennes, parce que sinon on va être des petits nains autour des Chinois ou des entreprises du sud-est asiatique, de l'Inde, etc. Donc il y a vraiment une collaboration européenne à développer en matière de puissance économique et de puissance industrielle. Il y a des amorces, mais quand on voit l'histoire Alstom, Siemens, c'est un peu voilà. Quand on voit que tout le monde râle après ça, je trouve qu'il faut quand même saisir les bonnes stratégies. La deuxième chose, alors moi je suis désolé pour Éric Woerth, mais enfin il a appartenu à un gouvernement, il était, je crois, à Bercy. Je pense qu'il fait partie des gens qui ont le plus creusé le déficit, avec des circonstances atténuantes, comme le gouvernement actuel peut en avoir. Mais, je veux dire, les leçons venant des socialistes ou des républicains, voilà, je crois qu'il faut... Vous n'allez pas les recevoir? Non, à minima, il doit être un peu moins amnésique qu'ils ne sont parfois. Donc moi, voilà. Ensuite, on est dans un système, malgré tout, qui n'a pas complètement changé de nature. C'est-à-dire qu'on reste dans un système amortisseur. C'est-à-dire que la France, lorsqu'on a un coup dur, on résiste mieux que les autres, mais quand ça repart, on repart moins vite et moins haut. C'est lié à notre modèle social. Donc, tout à fait, c'est lié à notre modèle social. Il faudrait l'infléchir pour, à un moment donné, quand ça repart, pouvoir faire preuve de plus de dynamisme, parce que je pense que ça nous pénalise quand même un petit peu. C'est l'intention du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Je veux dire que la politique de l'offre qui a été menée en début de quinquennat, il voudrait bien y revenir si la situation qu'on a connue cette année voulait bien s'apaiser. Et avant de vous laisser la parole, Corentin Le Fur, je vous lis un dernier extrait de l'édito du Monde, pas très optimiste lui non plus. L'Allemagne est au bord de la récession. L'hypothèse d'un Brexit sans accord avec l'Union européenne reste d'actualité. Les économies chinoises et américaines ralentissent. Imaginez que la France restera immunisée en cas de retournement généralisé grâce à ces ajustements budgétaires tiendrait de la naïveté. Vous êtes d'accord? Il faudra sortir les bas de laine, on est le départ. En fait, la différence, c'est que le modèle allemand, par sa vertu, on va dire, d'orthodoxie, tendance économie autrichienne, effectivement a besoin aujourd'hui d'investir davantage, mais on va dire qu'il suffit de la volonté politique. On est aussi dans une phase de transition politique. On est à la fin de l'ère Merkel qui est à bout de souffle. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Je veux dire, il ne faut pas s'inquiéter pour le modèle allemand. C'est lié à une philosophie comportementale. Vous savez, en allemand... C'est pas pour le modèle allemand qu'on s'inquiète, c'est plus pour les réactions. En allemand, la dette publique se dit culpabilité. Donc tout est significatif. Non, effectivement... Pour une fois qu'on a la possibilité dans le budget européen, section investissement, d'avoir une Europe un peu concrète, bien évidemment qu'il faut que les différents pays européens arrivent à se mettre d'accord sur certains projets d'investissement qui font sens, peut-être arrêter avec l'obsession de l'intelligence artificielle, parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus compétitif, donc arrêter un peu avec ce genre de tic et passer à quelque chose de concret. Maintenant, je veux dire, la France aime bien se comparer aux autres pays quand ça l'arrange. Il faut qu'elle soit capable de faire les réformes qu'elle n'a jamais été capable de faire, rappelant quand même que c'est la social-démocratie allemande qui a fait les réformes qui ont permis quand même au modèle allemand de sortir. Donc il faut que la France soit capable de faire les réformes, et là on avait une référence sur l'évolution du modèle social qui a ses qualités mais qui n'est plus soutenable financièrement aujourd'hui. On verra bien quel sera le courage du gouvernement pour rendre le modèle soutenable, puisque clairement sans évolution de l'âge légal, on ne pourra rien tirer. Et il nous reste 20 secondes, Mathieu. Ouais, non, mais d'ailleurs, c'est une vraie question, par contre, sur le budget, c'est le transfert
de certaines mesures fiscales, notamment la défiscalisation des heures sup et la baisse de CSG, justement aux régimes sociaux, aux retraites et santé. Et donc ça pose la question après du débat justement sur les orientations de long terme, à partir du moment où on transfère un déficit de l'État vers la Sécu. Et on aura ce débat. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. Allons plus loin encore ce soir, place au match des idées. Confrontation de points de vue dans un instant entre Alexandre Malafaille et Florent Wadillo. Nous revenons sur les suites de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Les visites des ministres et les discours rassurants n'y font rien. Les habitants ont le sentiment qu'on leur ment. Ils étaient près de 500 hier soir à manifester. Il y a un nouveau rassemblement ce soir. Leur slogan, on veut la vérité, on ne veut pas crever. La parole publique semble complètement discréditée. Pourquoi peut-on y remédier? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. D'abord les détails de l'enquête avec Flora Sauvage. Au moins 1800 agriculteurs ont été touchés par les suites de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. 5 jours après le sinistre, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a indiqué que les premières indemnisations devraient intervenir sous 10 jours. Vous êtes des victimes. Vous n'êtes en aucun cas coupable de quoi que ce soit. C'est vous les victimes. Donc vous devrez être indemnisés en totalité de ce que vous avez perdu. Alors que certains parlementaires réclament une commission d'enquête, le Premier ministre tente de rassurer les députés qui se font le relais de la population lors des questions d'actualité au gouvernement. Les odeurs incommodantes qui perdurent et qui peuvent perdurer. Nous avons conscience qu'elles gênent et qu'elles inquiètent la population, mais là encore, les autorités sanitaires nous ont confirmé qu'elles ne présentaient pas de risque pour la santé. Face à l'opposition, qui dénonce un manque de transparence sur les produits présents dans l'usine classée Seveso au moment de l'incendie, le Premier ministre annonce la publication de cette liste. Depuis fin 2017, la liste complète des substances présentes sur les sites Seveso n'est plus rendue publique. Elle est connue, elle n'est plus rendue publique. Par exception, cet après-midi, le préfet rendra public les produits stockés dans les bâtiments qui ont brûlé et les quantités de ces produits qui ont brûlé. De son côté, la direction de l'usine de produits chimiques qui a porté plainte pour destruction involontaire affirme que le feu qui a déclenché l'incendie serait d'origine extérieure. Nous avons des éléments qui nous portent à penser que le feu a démarré en dehors des limites de propriété du site, à l'extérieur des entrepôts de l'entreprise, puisque c'est là que nous avons constaté le départ du feu. L'association Respire a déposé un référé auprès du tribunal administratif de Rouen afin de désigner un expert sur ce dossier. 5 jours après le sinistre, les interrogations sur les origines de l'incendie pourraient bien être levées. Les résultats d'analyse des suies et pollutions seront publiés demain ou après-demain, selon le ministre de l'Agriculture. Et je vous donne les toutes dernières informations du préfet qui a donné une conférence de presse tout à l'heure. La liste est mise en ligne sur le site de la préfecture, la liste des produits de l'usine. Pas de risque avéré à l'amiante, nous dit la Direction générale de l'environnement. Et il resterait à évacuer 160 fûts qui seraient donc dans un état délicat. Avec nous donc pour ce match des idées, Florent Wadillo, bonsoir, président du think tank L'Hétérie et co-auteur de ce livre, Les espions de l'Élysée aux éditions Taillandier. Alexandre Malafaille, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes président fondateur du think tank Sinopia. Merci à tous les deux. 5 ministres sur place, dont le Premier ministre hier soir. Une mise en ligne des produits sur le site de la préfecture. Un préfet qui donne des conférences de presse tous les jours. Les discours officiels rassurants n'y font rien. Les habitants ont peur. Quel regard vous portez sur cette affaire, Florent Wadillo ? En fait, dans les toutes premières minutes, dans les premières heures, qu'il y a eu un défaut de communication, une communication de crise. Et c'est ça qui a créé une zone de malaise en quelque sorte. Oui, et je pense qu'en fait le malaise ne s'est pas dissipé malgré l'avalanche de bonne volonté de la part du gouvernement, dont on ne peut pas dénier le fait que... Oui, que vous reconnaissez. Oui, bien, alors là, on ne peut pas faire plus. En tout cas, il ne manque plus qu'Emmanuel Macron sur place. Oui, je pense que ça sera la prochaine étape. C'est d'ailleurs, à mon avis, ça doit être dans les tuyaux. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est au début de la crise que le préfet, la préfecture, n'a pas été à la hauteur, ou en tout cas n'a pas su dire les mots qui permettaient de contrebalancer la peur des habitants. Et ensuite, c'est la machine folle qui s'est mise en œuvre avec les réseaux sociaux et une dynamique un peu complotiste qu'on voit sur certaines crises qui apparaissent. On n'a pas encore parlé d'attentats, mais enfin, à mon avis, dans les prochaines heures, ça viendra.
Donc je pense véritablement que ça interroge en fait sur la capacité de l'État à intervenir sur des dispositifs de crise. Moi, ça m'étonne que dans des préfectures qui disposent de sites Seveso par exemple, il n'y ait pas un schéma d'action en cas de crise. Ce qui n'a pas été le cas. Les premiers éléments de langage de la préfecture de police, on se souvient de la préfecture de département, on se souvient qu'ils ont été repris par l'article de 20 minutes, c'est-à-dire le nuage est toxique mais pas trop. Cette ironie dans le titre de 20 minutes, au-delà de l'erreur qui peut être commise en termes d'information à la population, elle est quand même représentative de ce qui n'a pas été dit ou de ce qui a été mal dit. On ne peut pas s'abriter derrière un langage trop technocratique quand on est dans une situation de crise, et je crois que ça a été le problème de la préfecture à ce moment-là. Avec un petit terme, un petit syndrome Tchernobyl aussi peut-être, Alexandre Malafaille. Oui, mais c'est aussi ce qui alimente en fait cette ère de suspicion permanente, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un moment où globalement, de façon, la parole publique, même si elle n'est pas tout à fait pertinente ou bien formulée, et même si elle l'est, on a un tel historique de doute par rapport à ce qui nous est dit. Il y a ce fameux nuage de Tchernobyl qui était soi-disant passé ailleurs ou qui s'était arrêté, donc forcément il y a suspicion. Et puis c'est vrai que quand vous êtes concerné, quand vous êtes localement sur place, naturellement vous avez peur, on a beau essayer de vous rassurer. Mais parce que vous ressentez des choses dans votre corps. Exactement, parce que quand vous avez des odeurs, quand vous ressentez des malaises, quand un certain nombre de gens entre vous tous, etc., tout ça favorise évidemment la dimension anxiogène des choses, et après on a beau vous rassurer, c'est pas facile. Maintenant, c'est vrai que les pouvoirs publics, très objectivement, même s'il y a eu peut-être des éléments de communication sur lesquels ils auraient pu mieux travailler, malgré tout, la gestion de crise, c'est toujours une aventure à coup unique, et chaque pas est potentiellement posé sur une mine. En l'occurrence, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il faut faire, et je trouve que pour le coup, ils ont globalement plutôt bien assumé, parce que l'alternative par rapport à tous ceux qui disent aujourd'hui on n'a pas réagi vite, c'était quoi? Est-ce que c'était d'évacuer? Il faut s'imaginer le bazar s'il fallait évacuer une ville comme Rouen, ou en tout cas toute la zone concernée. Oui, mais après tout, s'il y avait vraiment. Mais pourquoi pas? Non, mais je pense qu'ils ont quand même malgré tout dû prendre des précautions, parce qu'ils devaient savoir quand même ce qui était entreposé. Il est possible que beaucoup de Rouennais aient souhaité être évacués. Peut-être, et peut-être que d'autres auraient refusé. Ça aurait peut-être été assez compliqué dans un État dont on critique aujourd'hui sa façon de gérer les libertés. Donc j'en sais, enfin je dis pas que c'est ça, mais je pense qu'en fait l'État en tout cas savait ce qui était en train de brûler, ça c'est certain. Donc ça, je suppose, en tout cas je l'espère, parce qu'a priori je comprends évidemment que on ne communique plus pour des raisons de sécurité ce qu'il y a dans certains sites de stockage pour éviter justement la menace terroriste et le ciblage de certains sites particuliers. Autant, je pense que pour le coup, si on sait ce qu'il y a dans un site, on doit imaginer ce qui peut se passer en termes de pollution si ça brûle. Donc je suppose que c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont communiqué aussi en disant que potentiellement les risques étaient relatifs. Maintenant, les alternatives, elles n'étaient pas très nombreuses, et je trouve quand même qu'ils ont tous pris beaucoup de risques à titre personnel à mettre leur tête sur le bio, que ce soit le préfet, les ministres, le Premier ministre, pour dire écoutez, ça n'est en résumé, c'est pas grave. Voilà, il y a un inconfort, il y a des odeurs, voilà, mais il n'y a pas de risque sanitaire majeur. Rappelez-vous l'affaire du sang contaminé aussi, qui avait aussi laissé pas mal de traces sur la confiance là encore qu'on a dans la parole publique quand on dit quelque chose. Voilà, là en l'occurrence, ils sont tous en train de se mouiller. Si demain on découvre qu'en fait il y a des vraies conséquences sanitaires et qu'au-delà du principe de précaution qu'on a pu prendre par rapport aux agriculteurs, là c'est catastrophique pour eux, oui, ça c'est sûr. Et c'est là le vrai problème. En fait, vraiment, je maintiens l'idée que le gouvernement est en train de rattraper une erreur originelle, qui est une erreur de la fonction publique territoriale. Et aujourd'hui, qu'un Premier ministre doive monter au créneau avec un déplacement et aux séances d'actualité, des questions d'actualité au gouvernement, c'est problématique. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de filtre entre un événement local jusqu'au Premier ministre. Il y a eu aussi un peu d'incohérence. On leur dit qu'il n'y a pas de danger, mais en même temps, on leur demande de jeter à la poubelle le lait et les œufs. Par principe de précaution. Il y a des choses difficiles à comprendre. C'est pour ça que je pense véritablement que la gestion de crise au niveau local a été défaillante. Et je pense qu'il faudra... Moi, je vois une commission d'enquête sur ce sujet. En fait, c'est pas ça la vraie enquête qu'il faut faire. Je pense qu'il faut faire un vrai retour d'expérience sur la gestion de crise au niveau de la préfecture. Au niveau de la préfecture et d'une manière générale. Les services déconcentrés de l'État, comment réagissent-ils en cas de crise? Dans ma précédente vie, j'étais en cabinet, je gérais les cellules de crise. On avait en réalité une vingtaine de trames de communiqués de presse. Et un process, comme on dit. Oui, on était prêt à réagir en fonction d'une agression grave, etc. Donc, je pense que sur des thématiques comme ça, c'est très important. D'autant que, Alexandre Malafaille le disait, ça remonte tout de suite à la responsabilité politique, ce qui n'est pas naturel. Un Premier ministre n'a pas à mettre sa tête sur le bio parce qu'il y a eu un accident industriel à Rouen. Ça n'est pas naturel. On marche vraiment sur la tête. Oui, je pense. C'est très français, et à chaque fois, globalement, qu'il se passe quelque chose sur le terrain, il y a toujours un ministre qui descend. Enfin, oui, regardez, un train des rails, un gros accident de voiture, et vous avez un ministre qui se déplace. On n'a pas beaucoup vu le ministre de l'Intérieur, dont c'est quand même la fonction, et donc on est à nouveau sur un dispositif qui est problématique. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur n'est pas suffisamment crédible pour prendre sur lui la responsabilité de porter la parole publique. Ça remonte au Premier ministre. Ça n'est pas la première fois. Sur le maintien de l'ordre, ça a été la même chose, etc. Donc, à nouveau, le Premier ministre est trop exposé.
Deuxième thème de ce match, messieurs, l'affaire Big Malion. La Cour de cassation valide le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Concrètement, ça signifie qu'il y aura un deuxième procès. L'ancien chef de l'État sera bien jugé pour financement illégal de campagne électorale. Avant de vous faire réagir, on va demander à Alain Houpert ce qu'il en pense. Le sénateur LR de la Côte d'Or est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences. Alain Houpert, est-ce que vous regrettez ce renvoi devant la justice de Nicolas Sarkozy ? Je prends acte de la décision de la Cour de cassation. Je n'ai pas à commenter cette décision. J'espère et je souhaite que Nicolas Sarkozy pourra être entendu sans aucun préjugé politique. Cette longue bataille judiciaire dont fait l'objet Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est de l'acharnement selon vous ? Je constate qu'il y a maintenant un calendrier judiciaire. Et je constate aussi que quand il s'agit de Nicolas Sarkozy, il y a un acharnement autour du personnage. À qui fait peur Nicolas Sarkozy? Pourquoi veut-on l'écarter de la sphère politique? Et il y a d'autres. J'aimerais que la justice soit égale sur toutes les personnalités politiques. Et nous avons vu dernièrement une plainte d'Olivier Marleix qui lève un soupçon de corruption autour de la vente d'Alstom à General Electric, où il y a eu une perte importante de plusieurs centaines de millions d'euros pour les Français sur la vente et des milliers d'emplois qui ont été perdus. Et dans laquelle Emmanuel Macron a œuvré, c'est ça dans lequel le président de la République serait impliqué. C'est à la justice de faire. Donc je souhaite que la justice, égalité, liberté, égalité, fraternité, que l'égalité soit respectée et qu'il n'y ait pas de justice à deux vitesses et que tout le monde soit traité sur le même plan. Alors je rappelle que le Conseil constitutionnel avait déjà rejeté les dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2012. Il a même dû les rembourser, il a fait un sarcoton. Est-ce que finalement il a déjà payé pour cette affaire ? Je pense qu'il a payé et je constate qu'il y a quand même un acharnement autour du personnage de Nicolas Sarkozy. Et bientôt nous allons élire notre président au sein des Républicains et je souhaite que chaque Républicain se souvienne de ce qu'il doit à Nicolas Sarkozy. Et en tous les cas, moi, je lui apporte tout mon soutien. Et justement, est-ce que ces affaires dans lesquelles est englué Nicolas Sarkozy, est-ce que ces affaires Sarkozy d'une autre époque vont nuire à votre famille politique, les Républicains, aujourd'hui, ou est-ce que c'est derrière vous ? Non. Nicolas Sarkozy est une bête politique. Et quand il est dans l'adversité, c'est là qu'il est le meilleur. Donc je pense qu'il va se défendre, il va prouver son innocence dans cette affaire Big Malion. Et c'est une manière de se redresser, de relever la tête. Et je pense que les Républicains vont relever la tête. Très bien. Merci beaucoup, Alain Houpert, d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. Beaucoup de choses ont été dites dans cette interview et ça vous a fait réagir en plateau. Alexandre Malafaye. Non, mais moi, je trouve que l'état de droit a parfaitement fonctionné. Les conseils de M. Sarkozy ont fait tout ce qu'ils pouvaient en matière de recours pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de procès. La justice, en tout cas, a dit que procès, il devait y avoir et procès, il y aura. J'ai lu quand même, avant de venir sur ce plateau, ce qu'écrivait le juge Tourner sur un certain nombre de points liés à cette affaire. Et le juge Tourner émet des doutes quand même très sérieux sur le fait que le président ne pouvait être au courant de rien et ne pouvait être à l'origine de rien. Alors qu'il n'est pas validé dans le détail, comme le dit le juge Tourner, les montages, c'est une chose. Mais à son niveau, il aurait pu être au courant de... Ah bah attendez, quand vous avez des collaborateurs qui dépensent 2 fois plus que ce qu'ils ont le droit de dépenser, et qu'en plus vous êtes le chef de l'État, garant des institutions, garant des règles... Mais vous êtes candidat à la présidentielle, vous avez 1000 dossiers... Je me fais l'avocat du diable, mais vous avez 1000 dossiers à gérer. Est-ce que vous êtes au courant? Donc la fin justifie les moyens. Non. Est-ce qu'il était au courant? Mais attendez, il doit dire... moi j'inverse les choses. Il n'y a pas besoin d'être au courant du détail. Il doit voir ses collaborateurs les uns après les autres. Alors écoutez, il y a des règles, je suis le président, vous allez les respecter. L'état d'esprit, c'est ça. Et je pense que l'état d'esprit n'était pas celui-là. Et donc, peut-être n'était-il pas au courant de tous les détails, mais en tout cas, ces cow-boys, si je puis dire, se sont autorisés à faire tout et quand même n'importe quoi. On parle juste d'un doublement du plafond de campagne, quoi. C'est pas 300 000 euros. 20 millions d'euros. C'est pas les 300 000 euros qui ont été remboursés, c'est 20 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent et c'est un non-respect des règles par celui qui est censé en garantir le parfait respect au meilleur niveau. Donc forcément, après, on se demande pourquoi il y a eu le dégagisme. Il ne faut pas chercher très loin, ça, plus le reste. Enfin, on comprend que les gens, à un moment donné, en aient ras-le-bol. Maintenant, quand je dis ça, je ne jette pas la pierre sur un plan judiciaire. Il va y avoir un procès.
Ce qui doit être dit sera dit, ce qui doit être défendu sera défendu, et ce sera très intéressant d'avoir sur la place publique la vérité, entre guillemets, que l'on verra se fabriquer, se manifester entre les défenseurs de Nicolas Sarkozy qui pourront faire valoir leurs arguments de droit et puis les magistrats qui feront leur boulot. Et à la fin, on saura si oui ou non il y avait culpabilité, responsabilité. Peut-être qu'on dira il est responsable, mais il n'est pas coupable parce qu'il n'a pas su, parce qu'il n'a pas contrôlé. Peut-être qu'on dira il savait et il doit être comme n'importe quel justiciable. Dans cette affaire, je précise qu'il risque un an de prison et 3 750 € d'amende. Hein. Oui, ça va, parce que c'est en général avec sursis pour 20 millions d'euros. Justement, c'est une question. Florent Vadillo. Écoutez, moi je note une chose dans les propos du sénateur, c'est qu'il a dit il y a un calendrier judiciaire, mais je ne commente pas une décision de justice. Et moi je m'amuse en fait de cette indistinction qui plane au-dessus du calendrier judiciaire et de l'absence de commentaires. Il y a un calendrier judiciaire. À plusieurs reprises ici, j'ai eu l'occasion de le dire, la justice a aussi un objectif politique. Non pas politisé, mais politique. Elle se comporte comme un contre-pouvoir, avec ce que ça a comme incidence de frottement et d'éclat. Donc la responsabilité des responsables politiques, c'est de commenter les décisions de justice. Il ne faut pas remettre en cause ni l'indépendance, ni l'impartialité, ni même le fondement républicain de la justice. Mais pourquoi s'empêcher de commenter une décision de justice ? Il le fait de toute façon. Donc dire qu'on ne commente pas pour commenter, c'est un peu hypocrite. Et je pense qu'on ferait mieux de commenter les décisions de justice. Ça serait, à dire vrai, la bonne démocratie et le respect de la situation actuelle, c'est-à-dire que la justice est un contre-pouvoir. Il faut l'accepter. Elle aura des défenseurs et il y aura des attaquants. Sur ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy en tant que tel, moi, je reste un peu dubitatif. Parce que quand on est président de la République, par définition, on n'est pas directeur de campagne. Et quand on est candidat, qui plus est, quand on veut gagner, on demande toujours et toujours plus. Bon. Et on ne se soucie pas de savoir s'il y a de la moquette dans les box, c'est 3 000 € supplémentaires, s'il y a un Facebook Live suivi de story Instagram, etc. On demande plus, donc on facture plus. C'est au rôle des collaborateurs que de dire non, ça ne passe pas dans le budget, on ne peut pas faire ça, etc. Ou au moins d'alerter. Évidemment. Donc, moi, je m'interroge en fait sur l'effet des collaborateurs, sur l'effet de cour qui fait qu'on ne s'oppose pas au candidat parce qu'il veut gagner, parce qu'il est président sortant. Il n'y a pas d'enrichissement personnel visiblement du candidat sur cette question-là. Je suis un peu surpris, voilà, au motif qu'il endosse la responsabilité des comptes de campagne, il soit le principal ciblé dans l'affaire. Il y a des mandataires financiers. Devant la justice. Oui, je pense que ceux qui sont véritables, sauf s'il y a des preuves qu'il a commandé en connaissance de cause du surcoût et le montage financier, il y a un mandataire financier, il y a un directeur de campagne. J'ai été directeur adjoint d'une campagne, je savais en m'engageant que lorsqu'on s'engage, mais on a des responsabilités pénales, donc je faisais attention à ma responsabilité pénale et au budget. Donc je suis un peu surpris du fait que Nicolas Sarkozy concentre toute la focale sur lui, judiciaire ou médiatique. Troisième thème de ce match, messieurs, la menace de Gérard Larcher en clôture du 15e congrès des régions de France, tout à l'heure à Bordeaux. Je vous redonne un petit peu le contexte. L'exécutif a présenté son budget pour l'année 2020. Ce budget confirme la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Mais voilà, les collectivités locales ont toujours des craintes sur la compensation de cette taxe. Du coup, le président du Sénat menace. Écoutez. Si nous n'avons pas les simulations dans chacun des territoires, dans chacune des communes, je n'ouvrirai pas la séance. Et ça, c'est un pouvoir absolu. Je n'ouvrirai pas, c'est-à-dire je l'ouvrirai, je la fermerai successivement, parce que nous ne pouvons pas recommencer. Et je le dis alors en le prenant sur moi, ce que nous avons parfois fait dans la réforme de la taxe professionnelle, où nous avons été obligés d'inventer ensuite des cordes de rappel successives. Alors d'abord, petite question technique. Le président du Sénat peut-il décider de ne pas ouvrir la séance ou plutôt, comme il le dit, de l'ouvrir et de la refermer? Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? C'est possible? Alors, il est maître des débats parlementaires, mais le gouvernement est maître de l'ordre du jour. Donc je pense qu'on va être dans un cas de blocage institutionnel assez rare. Ça nous intéresse, on en parle souvent ici. Oui, parce qu'en réalité, comme le gouvernement va fixer l'ordre du jour, mais que le Sénat, en fait, si le président du Sénat décide de faire de la flibusterie, il peut mettre en échec la programmation de l'ordre du jour par le gouvernement. Et au demeurant, le gouvernement ne peut pas s'asseoir sur une absence de vote du Sénat. Donc je pense qu'on va être dans une sacrée difficulté constitutionnelle qui, à mon avis, est surmontable. Le secrétaire général du gouvernement doit déjà être en train de regarder la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il a bien entendu la menace. Je pense. Mais j'ai du mal à croire que Gérard Larcher aille sur ce terrain. En réalité, et la stratégie politique est bonne, parce que le gouvernement était en train de mettre le Sénat dans un corner.
avec des discours bénévolents en disant on veut vous transférer des compétences, les moyens qui iront avec, la différenciation, allons-y. Sauf que la différenciation, c'est la révision constitutionnelle. Et la révision constitutionnelle, elle est bloquée par le Sénat. Donc en faisant cela, le gouvernement voulait contraindre le Sénat à être celui qui bloquait l'ensemble de la revitalisation du pouvoir local, y compris budgétaire, et en disant le Sénat n'est pas cohérent. Donc Gérard Larcher fait un pas de côté, en déportant le problème sur un problème extrêmement politique, en financiarisant le sujet, et c'est assez malin, parce que comme ça on ne parle plus de différenciation, on ne parle que budget. Et donc de sa part, il s'en sort avec une pirouette constitutionnelle qui est l'équivalent du référendum sur le référendum de François Mitterrand en 84. Et pour autant, il marque le coup sur une inquiétude qui est réelle et qui est légitime peut-être des collectivités sur la compensation de cette taxe d'habitation supprimée. Non mais il pointe en fait le problème d'une manière parfaite. À un moment donné, il faut qu'on soit cohérent avec ce qu'on veut faire. Où on veut continuer à piloter la France par le haut et on reprend progressivement, on continue à reprendre les moyens. C'est vrai que quand vous décidez que les élus locaux n'auront plus le droit de faire leur propre fiscalité, déjà qu'elle était amputée d'une grande partie, et que finalement vous les ficelez, les compensations c'est une chose, mais la liberté d'action au niveau local, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour un maire et pour ses administrés, pour une collectivité, pour ses administrés? Ça, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui on n'a pas encore de réponse claire. Donc je comprends très bien qu'à ce stade, on n'ait pas envie d'aller dans cette direction-là. Parce que la promesse électorale de dire on supprime un certain nombre de taxes, et la taxe d'habitation en particulier, très bien, pourquoi pas. Mais derrière, il y a un modèle, derrière, il y a un écosystème, si je puis dire. Et aujourd'hui, ça a l'air plutôt d'être une fois de plus comme un mouvement qui va vers la concentration du pouvoir vers le haut, alors que ce que tout le monde sait, les grandes régions sont des gros porte-avions, mais qui sont vides, alors qu'on aurait plus besoin d'une flottille de petites armadas pour s'occuper du terrain. La crise des Gilets jaunes, là encore, a révélé qu'on a un problème de territoire, de proximité, et pas de grosses structures qui gèrent par le haut. Donc je pense que, voilà, en agissant comme ça, il se donne peut-être les moyens de provoquer une négociation astucieuse et à court terme qui lui redonnera un peu de marge dans le jeu. Et la vraie question de fond, c'est à un moment donné, est-ce qu'on remet ou pas à plat la façon dont on gouverne, dont on organise le pouvoir entre le national, le régional et le local, et est-ce qu'on met au bon niveau les bons moyens? Ces questions-là, elles sont sur la table depuis 30 ans. Alors on a fait des mouvements, des ci, des ça, mais là aujourd'hui, il y avait quand même une promesse extraordinaire en 2017, celle d'un renouveau démocratique. C'était une promesse considérable qui était mise sur la table, avec un véritable engagement de réforme institutionnelle, avec des engagements en apparence de gouvernance autre, parce qu'on avait le sentiment que tout ça était porté par une lame de fond horizontale et qu'on allait gouverner à l'horizontale. Bon, depuis, on fait beaucoup de vertical. On nous a promis un changement récent de méthode, on va voir. Mais je crois que voilà, c'est maintenant qu'il faut essayer d'aller au bout de ces réformes, parce que je pense que la France ne pourra pas être gouvernée encore 20 ou 30 ans comme elle l'a été sur ces 50 dernières années. Et là, on est toujours dans le même modèle, même si c'est le nouveau monde, c'est toujours l'ancien qui s'applique en matière de règles. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Allons plus loin encore, dans le grand débat cette fois. On va prendre le temps de s'arrêter sur la situation à Rouen. L'incendie de l'usine Lubrizol et ses conséquences soulèvent beaucoup de questions. Il y a eu le discours rassurant des autorités, on l'a vu ensemble, mais il y a le ressenti des habitants. Comment analyser cela? Y a-t-il des incohérences, un problème de transparence? Faut-il une commission d'enquête parlementaire? C'est la question qui se pose également dans ce débat. On va se les poser, toutes ces questions, avec nos invités, après les réactions au groupe au Sénat d'abord, avec Adrien Develay. Manque de transparence, dangerosité des sites industriels en périphérie des agglomérations. Un peu moins d'une semaine après la catastrophe de Lubrizol, les sénateurs communistes sont les premiers à demander publiquement la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Nous souhaitons la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire au Sénat dans les plus brefs délais. La transparence lors de tels accidents et l'information à la population sont d'impérieuses nécessités. Nous demandons, avec d'autres groupes d'ailleurs, qu'il puisse y avoir une commission d'enquête qui soit mise en place par le Sénat pour savoir exactement les conditions dans lesquelles se sont produits cet incendie et puis tirer toutes les conséquences, surtout pour que de tels drames ne puissent pas se reproduire dans notre pays. Les communistes du Sénat souhaitent que cette enquête soit transpartisane. Le groupe socialiste les soutient. Nous considérons que pour lever les inquiétudes et les peurs, les angoisses de la population et obtenir toute la transparence nécessaire sur ce qui s'est passé, une commission d'enquête parlementaire est utile. Pour le président de la commission de l'aménagement du territoire, l'enquête doit aller au-delà du seul cas de l'usine de Rouen. Je crois qu'il faut que l'on agisse à deux niveaux. Au niveau de ce qui s'est passé à Rouen pour comprendre ce qui s'est passé et voir les conséquences qu'il convient de donner. Et puis au-delà, avoir une réflexion sur les 1300 sites Seveso qui en France inquiètent de plus en plus les élus locaux des communes dans lesquelles ils se situent et les populations concernées. Seul le groupe Les Républicains du Sénat est plus partagé sur la nécessité d'une enquête parlementaire.
Je ne suis pas spécialement, je dirais, ouvert à une forme de commission d'enquête, sinon on n'en finit jamais. Moi je pense qu'il y a un vrai sujet et moi je souhaite évidemment que le Sénat puisse se pencher sur la question. La mise en place d'une enquête parlementaire est également soutenue par plusieurs commissions permanentes du Sénat, comme celle des affaires sociales ou la commission des affaires économiques. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Céline Brulin, bonsoir. Vous êtes sénatrice communiste de Seine-Maritime, bienvenue à vous. Pascal Gâteau, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du magazine L'Usine Nouvelle. Léa Balage, bienvenue à vous également. Vous êtes responsable d'Europe Écologie Les Verts Île-de-France. Et Judith Reynorn, bienvenue. Vous êtes professeure à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire des risques industriels et auteur de ce livre Blanc de plomb, histoire d'un poison légal. Je vous donne tout de suite la toute dernière information qui vient de nous parvenir. Le parquet de Rouen se dessaisit au profit du pôle de santé publique de Paris, et ce en raison de la technicité des investigations. Déjà plus d'une quarantaine de plaintes auraient été transmises. On voit des habitants très inquiets, on voit des autorités très mobilisées. Céline Brulin, ont-ils raison d'être inquiets, ont-ils raison de se mobiliser à ce point? Ils veulent savoir ce qui s'est passé et je crois qu'on peut donner raison à cette exigence parce que depuis le début de la gestion de cette crise, il y a des choses qui, pour le moins, ont été de nature à inquiéter les gens. Je ne m'explique pas, pour ma part, pourquoi les sirènes ont été déclenchées si tardivement, quand l'incendie s'est déclenché aux alentours de 3 h du matin et que les sirènes n'ont retenti que vers 8 h. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour aller à leur travail, etc. Nous ne nous expliquons pas pourquoi certaines communes ont été associées à la gestion de crise, d'autres pas, pour des raisons qui nous semblent un peu technocratiques. Et il nous semble globalement qu'on ne s'appuie pas assez sur les élus locaux, qui sont pourtant des gens qui peuvent bien sûr aider de la confusion, à la de l'amateurisme, de l'improvisation, c'est ce que vous nous dites. Qui du coup génère beaucoup d'incompréhension, de questionnement et d'inquiétude. Donc il faut vraiment que le Premier ministre et le gouvernement, par tous ses membres, ne cessent de dire que la transparence va être faite. Il y a quelques avancées depuis cet après-midi, mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire la clarté. Je crois qu'on est encore dans la gestion de la crise, c'est-à-dire que le nuage s'est déplacé. Après les habitants de Rouen, il y a aujourd'hui des habitants d'autres parties de notre département, mais aussi d'autres départements de France. Qui sont touchés. On est dans ce moment où il faut continuer à assurer et à protéger tout le monde, et dans les réflexions à venir sur les choses qu'il faudra évidemment corriger à l'avenir. Oui, je voudrais compléter ce que vous dites, madame, en rappelant que la rumeur, c'est le plus vieux média du monde, et que la rumeur, elle prend toujours corps parce qu'il y a un défaut d'information. Et on peut penser que dans les premières heures, sans trop le vouloir, ou parce que peut-être les plans de prévention des risques ne sont pas suffisamment au point ou respectés, dans les premières heures, la priorité a été donnée au secours. Et malheureusement, je partage complètement cela avec vous, il y a eu un défaut d'information sans doute dans les premières heures. C'est pas normal que les salariés du réseau de transport aient dû exercer d'eux-mêmes leur droit de retrait. C'est pas normal qu'on ait laissé éventuellement les enfants aller dans certaines écoles et pas dans d'autres. On voit bien que dans les premières heures, et je pense que c'est là que se noue l'idée qu'on nous cache quelque chose. Depuis les services de l'État, notre correspondante sur place, nous, Claire Garnier, qui a été réveillée à 5 h du matin, enfin je ne sais pas, madame, si vous étiez proche de l'endroit, mais paraît-il que c'était un véritable bombardement, comme un analogue à une scène des bruits de guerre. Donc toute la ville était réveillée. Ce qu'elle a constaté, c'est qu'après, la préfecture a effectivement joué la transparence. Et là, on nous indique qu'on va connaître enfin les quantités et les produits. Il faut savoir quand même que depuis 2017, mise en ligne, sur le site de la préfecture. depuis 2017, et à cause des attentats qu'on a connus, ce genre de composition n'est pas connu dans les sites, n'est plus rendu public dans les sites Céveso. Mais les mots sont importants et on a entendu des manifestants hier parler de catastrophe industrielle. Judith Reynorn, vous avez ce recul puisque vous êtes historienne. Est-ce qu'on peut parler d'une catastrophe industrielle ? Oui, je crois qu'on peut absolument parler d'une catastrophe industrielle. Je pense que là, on est dans le temps de l'émotion, on est dans le temps de la crise, évidemment, et de la gestion très rapide, avec des informations qui tombent très, très, très rapidement. Peut-être que mon rôle ici, en tant qu'historienne, c'est peut-être de replacer cette catastrophe précisément dans le temps long, et dans le temps long des rapports entre l'industrie et les hommes, en quelque sorte. Alors, ça peut paraître très grandiloquent de dire ça, mais je pense que, et l'historien Thomas Leroux l'a rappelé dans un article dans Le Monde, précisément aujourd'hui,
aujourd'hui. La première grande catastrophe chimique en France, elle a eu lieu à 300 mètres de cette usine-ci, à Rouen, dans le faubourg Saint-Sévère, en 1770, c'est-à-dire il y a 250 ans. Et en fait, ça fait 250 ans que, en même temps que l'industrie est apparue, a émergé, eh bien, elle a posé des problèmes de cohabitation avec les hommes. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans le temps long, s'organisent ces rapports entre l'industrie et les hommes. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer, c'est ce qui est loin, souvent, on est souvent loin de l'imaginer, c'est à quel point nos ancêtres n'étaient pas du tout naïfs et indolents, mais déjà protestaient, manifestaient, et cette catastrophe de 1770 avait déjà donné lieu à des mobilisations à l'échelle locale. Et on remettra en perspective les choses dans un instant. Je voudrais juste revenir sur ce gouvernement mobilisé. Plusieurs ministres se sont rendus sur place et je vais vous interroger sur ce point. Le Premier ministre y était hier soir. Didier Guillaume, ce matin, nous affirme que des résultats d'analyse seront publiés demain ou après-demain. Donc ça semble aller vite, peut-être pas assez vite pour les habitants, mais ça va relativement vite et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il annonce aussi des indemnisations pour les agriculteurs dans les jours à venir. Je voudrais qu'on l'écoute et ensuite je vous donne la parole, Léa Balage. Vous êtes des victimes. Vous n'êtes en aucun cas coupable de quoi que ce soit. C'est vous les victimes. Donc vous devrez être indemnisés en totalité de ce que vous avez perdu. Il faut la transparence totale. Rien ne sera caché. Tout ce qui sera en possession du service de l'État, toutes les analyses seront communiquées à la population, seront communiquées à tout le monde. Voilà, on la voit, hein, cette mobilisation du gouvernement, Léa Balage. Est-ce qu'elle vous semble à la hauteur de l'événement? Est-ce que ça vous semble suffisant? Alors, il y a eu 5 déplacements de ministres sur place. Donc, les ministres se sont déplacés, ont eu des promesses de transparence qui aboutissent à peu près aujourd'hui avec enfin la publication de cette liste, qui était une exigence des associations et des citoyennes et des citoyens. Ça arrive tard notamment parce que les agriculteurs et les agricultrices doivent faire des tests toxicologiques et il fallait chercher la molécule. Atmo Normandie, qui est en charge de mesurer la qualité de l'air, doit aussi chercher les molécules dans l'air et donc savoir quels sont véritablement les indices et les éléments à trouver. Donc ça arrive tard. Et par ailleurs, cette confiance, on l'a dit tout à l'heure, doit se rétablir aussi avec les élus du territoire qui ont été complètement méprisés dans leur rôle au plus proche des citoyennes et des citoyens. Il y a eu une conférence de presse qui s'est tenue lundi soir. Heureusement, elle n'a pas été rendue publique. C'est ce que les habitants demandaient. Et là, c'est ce qu'ils demandent encore, cette transparence. Finalement, c'est comme si les gens n'étaient pas en capacité d'entendre la vérité. On infantilise les gens en se disant que l'information fait peur. C'est le manque d'information qui fait peur. Mais attendez, quelle information? Parce que depuis plusieurs jours, on entend dire que ce n'est pas nocif. Sur la question des agriculteurs, je rejoins ce qui s'est dit, mais les annonces que fait le ministre de l'Agriculture, j'ai participé moi hier après-midi à la rencontre organisée avec le ministre et les représentants du monde agricole et des élus de notre département et des Hauts-de-France. Il a fallu aller les chercher, les indemnisations qu'il annonce aujourd'hui. De même qu'il a fallu faire réécrire l'arrêté préfectoral qui, dans ses articles, c'est un peu précis, mais 3 et 4, laissait entendre que les analyses sur les produits agricoles seraient à la charge des agriculteurs, ce qui n'est évidemment pas entendable. Ils sont victimes et on est ravis qu'enfin ils soient considérés comme des victimes. Mais vous dites, Léa Balage, les Français, les citoyens ont envie d'entendre la vérité. Mais si la vérité, c'était effectivement que ce n'est pas nocif, est-ce que cette vérité est audible après tout? Et si c'était vrai, parce que c'est ce qu'ils disent depuis plusieurs jours, les ministres. Ils disent oui, l'air est pollué, mais ce n'est pas dangereux pour la santé. Ça fait 5 ministres qui nous disent la même chose. Il y a eu énormément d'informations contradictoires. Il y a eu d'abord le préfet qui a indiqué qu'il n'y avait pas de risque majeur. Ensuite, le colonel des sapeurs-pompiers qui explique qu'il y a peut-être des risques le lendemain. Il y a eu énormément d'informations contradictoires, une crise immédiate qui a été mal gérée et un suivi de crise qui est très mal géré. Il n'y a toujours pas de suivi épidémiologique des populations touchées. Il n'y a toujours pas d'études d'impact environnemental. C'est ce qui a été fait pour AZF. On a suivi chaque personne et depuis l'incident, à date, il n'y a aucun prélèvement qui a été fait. Il y a des associations qui se sont mobilisées pour lancer des campagnes citoyennes pour pouvoir suivre les personnes, la santé des personnes, qui est une exigence juridique et morale qui incombe à l'État. Pascal Gateau. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'il faut regarder ce qu'il y avait dans ces entrepôts. A priori, Lubrizol
c'est pas une entreprise, je parle sous le contrôle de madame, c'est pas une entreprise voyou, entre guillemets. Le PDG de Lubrizol est très, comment dire, participe beaucoup à la vie économique rouennaise, il siège dans un certain nombre d'instances. Et certes, il y a eu un incident sur Alors, sur c'est le site. justement, si Et là, je moi, peux je me suis pas- permettre, et là, on a préparé un tableau sur les voilà. incidents qui ont Et frappé moi- quand même cette usine. Moi, On je suis va pas là peut-être pour, le en plus, je suis pas là pour défendre qui que ce soit, Non, non, là, ni on s'en doute. Lubrizol, ni l'industrie en général. Mais tout de même. Mais a priori, c'était des additifs pour des produits, comment dire, enfin de l'essence, enfin des produits, voilà. Tout de même, juste, peut-on regarder ces Donc, incidents c'est- qui ont frappé le site Lubrizol de Rouen, parce qu'il y en a eu plusieurs en C'est pas janvier ZDF. Ce que je veux 2013. juste dire, c'est que c'est pas ZDF. En janvier 2013, une fuite de gaz mercaptane, je ne sais pas si on dit comme ça, dégage une odeur nauséabonde en Normandie et jusqu'à Paris. Ouais. Septembre 2015, 2000 litres d'huile minérale se déversent dans le réseau d'évacuation des eaux de pluie sur la zone portuaire. 2017, l'usine fait l'objet d'une mise en demeure de la part de la préfecture pour une série de manquements à ses obligations, notamment en matière de sécurité incendie. Bon, on peut dire peut-être pas une usine voyou, mais il y a quand même des choses à Non, mais redire. ça, c'est quand même le symbole d'une certaine transparence. Ça veut dire aussi que les services de l'État, alors vous allez me dire c'est a posteriori, c'est ex post, mais enfin, ça veut dire que les services de l'État ont eu connaissance de ça, ont eu connaissance des incidents et ont demandé à l'entreprise de réagir. Mais il y a même, enfin, ce sont des sujets là aussi à approfondir. Parce que ce qu'il faut dire, semblerait, juste, madame- je vais parler au Oui, pardon. conditionnel, parce qu'on est tous responsables, hein, mais il semblerait que les lois récentes qui ont permis d'assouplir les autorisations d'installation, la loi ESSOC par exemple de août 2018, auraient contribué au fait que Lubrizol aurait pu accroître ses capacités de stockage une première fois en janvier dernier, puis en juin dernier, et que peut-être cette augmentation de capacité, sans études de danger, sans études environnementales, contribuerait à ce que les stocks sur le site soient supérieurs au seuil Céveso eau. Donc il faut vérifier évidemment ces informations, mais je crois que ça interpelle, et en tant que parlementaire, je suis évidemment directement interpellée, c'est-à-dire que ces assouplissements, et je mets dans la même idée le fait que nous n'avons plus de CHSCT en tant que tel dans ces entreprises à risque. Donc il n'y a pas de suivi, quoi. Très grave. Je pense qu'il faudra aussi se poser les bonnes questions par rapport à ça. Judith Renan. Oui, je crois qu'on est tout à fait là dans un exemple emblématique de ce lent et long accommodement qui finalement dure depuis les débuts de l'industrialisation. Accommodement au risque industriel. En fait, l'accommodement au risque industriel, il est né avec les premières législations qui étaient présentées comme des législations de protection en quelque sorte contre le risque industriel, mais qui étaient en fait des législations qui ont permis le développement de l'industrie, parce qu'il y a toujours cette tension, évidemment, chez les pouvoirs publics, chez les industriels, et y compris dans l'ensemble de la population, entre l'exigence de développement économique et le risque industriel. Et finalement, l'histoire de cet accommodement, comme je l'ai montré sur la question de l'empoisonnement au plomb dans mon ouvrage récent, et qui est évidemment ressorti avec l'actualité de l'incendie de Notre-Dame récemment, a bien montré que finalement, on a appris à vivre avec cette épée de Damoclès, et que dans un certain nombre d'espaces particulièrement et de territoires particulièrement industrialisés, comme Rouen, bien sûr, qui a été une immense ville industrielle au XIXe siècle, eh bien, on a appris à vivre avec cette épée de Damoclès de la possibilité du risque. Alors, depuis quelques jours se pose la question d'une commission d'enquête parlementaire. Plusieurs députés et sénateurs sont pour. Pour ce qui est du Sénat, on aura la réponse demain. D'autres n'en voient pas l'intérêt. Je voudrais qu'on écoute Olivier Faure qui, lui, expliquait ce matin pourquoi ce serait judicieux. Il était l'invité de Bonjour chez vous d'Oriane Mancini ce matin sur Public Sénat. Les sites Céveso, il n'y en a pas un. Il y en a une centaine en France. Et donc, cette question-là, elle n'est pas locale, elle est nationale. Nationale parce que la catastrophe l'est, mais nationale parce que les répliques peuvent venir n'importe où. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'un feu qui, vraisemblablement, a commencé à l'extérieur, peut se propager à l'intérieur, à cette vitesse-là, avec ces conséquences-là. Il y a un sujet. Et donc il faut effectivement comprendre pour pouvoir ensuite agir et ne pas reproduire. Léa Balage, vous seriez pour une commission d'enquête parlementaire, vous jugeriez ça utile ? Bien entendu, il ne faut pas oublier qu'on peut apprendre de ses erreurs. Et là, effectivement, il y a eu de nombreuses erreurs qui ont été commises. On en parlait tout à l'heure. Il y a 1250 sites Céveso. Et donc, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on va gérer des crises potentielles dans ces sites. Donc, des plans de prévention des risques technologiques qui doivent être complètement étudiés. Puis, on parlait tout à l'heure de la loi ESSOC d'août 2018. Cette loi qui a été adoptée par le gouvernement permet au préfet de passer outre un avis
l'avis d'une autorité environnementale indépendante pour pouvoir modifier les sites industriels. Et là, il y a une semaine, le Premier ministre parlait justement dans la construction même des sites industriels de pouvoir se passer de cet avis d'une autorité environnementale indépendante. Je pense que c'est une alerte, il faut qu'il le prenne tel quel, mais en fait les normes environnementales ne sont pas des contraintes au développement de notre économie. Ce sont simplement des dispositifs. Des points de vigilance, quoi. Des dispositifs qui permettent que ce genre de situation ne puisse plus se reproduire. Céline Brulin, vous êtes d'accord? Je partage complètement. Et est-ce que vous êtes pour une commission d'enquête parlementaire? Oui, bien sûr. Notre groupe... mission d'information, je voudrais bien qu'on explique peut-être la différence. Notre groupe a demandé une commission d'enquête. Moi, je dirais que tous les outils qu'on pourra mettre en œuvre pour savoir ce qui s'est passé et pour se doter d'outils à l'avenir pour que ne se reproduise pas ce genre de choses sont bons à prendre. On va mettre tout le monde d'accord, mais enfin, on a besoin de travailler sur ces questions-là. Moi, je voudrais aussi dire que nous avons besoin de l'industrie. Oui. Nous sommes dans un département où on a des savoir-faire immenses. Et moi, je préfère, voyez-vous, avoir des industries sous mes yeux, sous mes exigences et sous nos exigences, ici, avec des exigences environnementales, sociales, etc., plutôt qu'ailleurs dans le monde où il se passe des choses... vous avez tout à fait raison, Madame la sénatrice, parce que c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Mais pour ça... On a exporté un certain nombre d'usines. On a délocalisé, etc. Dans des pays qui sont beaucoup moins exigeants que le nôtre. Et on met ça sous le tapis, on ne veut pas savoir ce qui se passe là-bas, alors qu'on le sait, la pollution n'a évidemment pas de frontières. Mais pour cela... Pour avoir une industrie la plus sûre possible, je crois qu'on a besoin de se redoter d'outils dont les lois nous ont démunis et on a besoin d'une plus forte implication citoyenne. Moi, je crois qu'il faut mettre en place des outils citoyens qui permettent à tout un chacun, avec une culture scientifique qui doit être de savoir ce qui se passe, de comprendre, de connaître les phénomènes en amont et que nos outils industriels soit sous la surveillance des citoyens le plus naturellement. Pascal Gateau, une commission d'enquête parlementaire, mais pourquoi? Pour revoir le classement Céveso, pour mieux informer les habitants, pour remettre des procès? Non, mais je crois que c'est tout à fait utile de tirer les leçons d'une catastrophe pareille. C'est la plus grosse catastrophe industrielle depuis AZF, depuis 18 ans dans notre pays. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, mais au niveau de destruction et de la pollution, c'est tout à fait très important. Il faut redire aussi que l'industrie chimique, l'industrie française a beaucoup perdu de plumes ces 20 dernières années. On est passé d'un poids de 22% dans le PIB à 12,5%. Ce qu'il en reste s'appuie sur 3-4 grands domaines très forts, hein, le luxe, la pharmacie, l'aéronautique et la chimie. La chimie, il faut le dire, voilà, c'est une industrie qui n'est pas forcément sympathique comme ça, parce que surtout après un accident pareil, mais c'est important dans notre pays. Il y a notamment sur Rouen, il y a la vallée de la chimie à l'ouest de Lyon, il y a des plateformes ici ou là, il y a tout autour de l'étang de Berre. À l'étang de Berre, on pourrait en parler, il y a de graves problèmes de pollution, de suspicion, même sur la santé des gens. Il y a un certain nombre d'études épidémiologiques, de suivi des populations qui sont lancées. Donc l'industrie ne doit pas nier ces répercussions à la fois environnementales et sociales. Après, c'est de trouver, les outils les plus pertinents, les plus judicieux pour avancer et pour éviter que demain on se retrouve à la merci. Mais il y a déjà eu dans des établissements plus petits, ou quand je parlais d'entreprises voyous, des établissements plus petits, où avec moins de morale et moins d'éthique, où on a laissé faire n'importe quoi. Il y a un troisième point que je voudrais aborder avec vous, et je voudrais vous lire les slogans qui apparaissaient sur les banderoles des manifestants à Rouen. Toulouse, Tchernobyl, Rouen, Bhopal, stop aux mensonges d'État. Et c'est peut-être aussi le fond du problème de cette affaire, cette crise de confiance majeure entre citoyens et pouvoir public, cette parole publique qui semble totalement discréditée. Comment en est-on arrivé là? Je vais vous poser la question dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on écoute à ce sujet Catherine Morin-Desailly, la sénatrice Union centriste de Seine-Maritime, est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences. Catherine Morin-Desailly, comment vous expliquez ce climat de suspicion des habitants de Rouen concernant les informations que donne l'État pour rassurer sur cet incendie de l'usine Lubrizol? Le premier constat, c'est que de manière générale, aujourd'hui, la parole de l'État
n'est pas crédible. Il y a une crise de confiance en fait de la parole du politique en général. Donc le réflexe, c'est la suspicion et la défiance et l'inquiétude. C'est la raison pour laquelle les maires, les élus locaux, souvent, sont des bons tiers de confiance qu'il faut associer quand il se passe un événement localement pour qu'ils puissent aussi, au plus proche des habitants, expliquer ce qui se passe. En fait, il faut aussi savoir expliquer ce qui se passe. Et c'est vrai que dans un événement tel que celui-ci, l'État, via les services préfectoraux, affiche un certain nombre d'indicateurs. Ce sont souvent des informations assez techniques qui ont besoin d'être décryptées et qui ont besoin d'être expliquées. Donc il y a des erreurs de communication, selon vous, de la part du gouvernement sur ces informations ? La communication, c'est un sujet extrêmement difficile. La communication de crise, ça existe aussi. Et je crois que quand survient un événement d'une telle brutalité, c'est tellement soudain, il y a tellement aussi l'urgence à laquelle il faut remédier. Je rappelle, c'est un incendie qui aurait pu faire de très très graves dégâts. Eh bien, il faut après dérouler toutes les procédures de communication qu'il convient. Moi, ce que je vois, c'est que sans doute, les maires, au-delà d'une zone identifiée comme étant susceptible qui avait été sous le passage en fait du nuage de fumée, au-delà de cette zone, il y a d'autres maires forcément à proximité qui ont été concernés, peut-être informés un peu tardivement. D'où l'importance, encore une fois, du rôle de l'élu local dans cette affaire. Est-ce que l'État est assez transparent ? Je rappelle que le gouvernement refuse de donner la liste des produits chimiques qui ont brûlé dans cette usine. J'ai entendu le Premier ministre répondre aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale à un de mes collègues parlementaires que la liste devrait être publiée demain. D'accord, donc ça c'est important pour vous. C'est très important. Il y a, d'après ce que nous comprenons, j'ai vécu les événements au jour le jour aussi, au fur et à mesure que les ministres venaient. Les analyses ont été faites dès le départ par aussi les services des pompiers qui placent des points dans toute l'agglomération et elles sont approfondies au fur et à mesure. La vraie problématique, c'est aussi peut-être de croiser ces analyses avec des analyses d'expertise indépendante pour rassurer totalement la population. En tout cas, on n'en sait pas encore suffisamment pour pouvoir faire l'état des lieux de cette catastrophe, à la fois que je qualifierais de sanitaire, écologique et économique. Mais encore une fois, il faut attendre pour avoir l'ensemble des résultats. Nous en aurons davantage aussi jeudi soir ou en fin de semaine, d'après ce que j'ai compris. Très bien. Merci beaucoup, Catherine Morin-Desailly, d'avoir répondu à mes questions. Alexandre, et je vous le dis, je vous le confirme, la liste des produits est mise en ligne sur le site de la préfecture ce soir. Judith Rhénorme, on se demande si c'est pas l'ombre de Tchernobyl qui plane au-dessus de Rouen. Ça a créé un vrai traumatisme et peut-être ça a discrédité pour de longues années la parole publique. Oui, alors la défiance à l'égard de la parole publique, elle ne touche pas que les questions environnementales et que les questions de pollution. Elle est beaucoup plus large que ça, donc on est là dans un contexte évidemment qui dépasse très largement ces questions. Mais c'est sûr que cette question du nuage de Tchernobyl qui serait arrêté à la frontière de l'Alsace, évidemment, est devenue presque une sorte de calembour, finalement, qui joue dans ce sens. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que peut-être que justement les politiques de simplification administrative que vous avez évoquées tout à l'heure jouent dans ce sens. Parce qu'on nous parle de simplification administrative quand en fait, on se rend bien compte qu'on est dans un détricotage du droit. Et c'est vrai que cette régression constante du droit qui apparaît finalement sous une appellation assez pudique, sous le cache-texte de simplification, évidemment joue dans ce sens aussi de défiance à l'égard de la parole publique. Peut-être ce que je voudrais dire aussi et ajouter sur cette question, c'est le fait que, bien sûr, là encore une fois, on est dans la gestion de la crise, dans l'urgence et dans l'émotion, mais finalement, au-delà de ces catastrophes retentissantes, plus ou moins avec des effets qu'on connaît plus ou moins à long terme, évidemment, il y a aussi toutes ces catastrophes silencieuses, c'est-à-dire les catastrophes non retentissantes, qui sont finalement l'empoisonnement durable, silencieux, quotidien, lié à tout ce qu'on connaît, évidemment, l'intoxication, on va dire, à bas bruit, liée au risque industriel, aux particules fines des voitures, à ce que vous évoquiez, les territoires hautement pollués, comme le territoire de Fos, par exemple, à Vérin. Il nous reste 3 minutes. Céline Brulin, sur cette parole discréditée. Je rejoins, c'est malheureusement pas sur ce seul sujet et je crois qu'il faudrait que soient mises sur la table, si je peux le dire ainsi, des analyses complètement indépendantes et je crois que c'est aujourd'hui la seule manière de renouer le dialogue avec nos concitoyens. Je voudrais, si vous m'autorisez ces derniers mots, avoir une pensée pour les salariés parce que derrière les images apocalyptiques qu'on a vues, il y a des hommes, des femmes qui travaillent, qui voient leur outil de travail complètement anéanti. Disparaître, bien sûr. Et qui ont vécu la situation de manière très douloureuse, et aussi pour les pompiers qui ont fait un travail absolument extraordinaire parce que c'est un feu qui a été d'une violence inouïe.
Et j'ai entendu certains en parler de manière très concrète. Et je crois qu'on peut se féliciter d'avoir des services publics de cette qualité dans notre pays. Léa Balage. Oui, je crois effectivement que la parole publique est desservie dans cette situation. C'est une confiance qui doit être renouée. Je parlais tout à l'heure des associations. C'est à l'État peut-être de travailler aussi avec ces associations, avec ces autorités indépendantes qui ont été obligées, ces associations, de porter plainte et de se constituer partie civile pour avoir la garantie d'avoir accès à l'ensemble du dossier. Donc on voit bien qu'il y a un climat de défiance. Donc c'est à l'État de travailler. Ils craignent qu'on leur cache des choses. Exactement. Et donc, en s'en référant à la justice, un tiers de confiance, pourquoi pas, mais il faut vraiment que l'État fasse un pas vers ces associations. Je veux juste rappeler que c'est simplement l'entrepôt des produits qui servaient dans l'usine qui a brûlé. L'usine en tant que telle est encore en état de fonctionner. Juste dire aussi que malheureusement, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais j'ai l'impression que si on reparle de cette affaire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura un taux de sceptiques et de gens qui penseront qu'on leur a caché quelque chose et qui avait... Je pensais aux inondations de la Somme, où c'était au moment pratiquement d'AZF, la même année, au début, au tournant du siècle, où d'aucuns ont pensé qu'on avait évité de noyer Paris et que donc on avait envoyé l'eau de la Seine en là, c'est l'ère du complotisme. Oui, mais une fois que ça a été démontré parce qu'il n'y a pas de communication entre la Seine et le bassin de la Somme, eh bien, il y a eu des 52 minutes de fait là-dessus. Les gens continuent de croire voilà, les inondations étaient dues parce qu'on voulait éviter à la capitale d'être inondée. Et je pense que malheureusement, on est dans un tel climat de défiance dans ce pays que la transparence totale avec les analyses les plus pointues, ça ne sera pas suffisant. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Prenez vite un verre d'eau. Ça tombe bien que l'émission s'arrête, c'est la fin. Demain, émission spéciale autour des questions d'actualité au gouvernement, au Sénat. Ce sera avec Tam Tranui dès 14h. Moi, je vous retrouverai à 18h. En attendant, vous avez aussi rendez-vous à 7h30, comme toujours, demain matin, avec Oriane Mancini. L'invité de Bonjour chez vous sera Éric Woerth, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, ancien ministre du Budget. Très bonne soirée sur Public Sénat.